Bonjour, je m'appelle Morgane Catoire. J'accueille les entrepreneurs et les dirigeants pour parler des dessous de leur carrière. L'intention de ce podcast, c'est de parler de l'impact d'une carrière sur le premier cercle de relations et comment on deal avec la solitude de l'entrepreneur. La phase B du succès, le podcast qui parle de la face cachée de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, dans la phase B du succès, je reçois Delphine Auger, qui est CEO de Auréade Stratégie. Et qui avait accepté de parler de son parcours et de comment elle est arrivée dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu en es arrivée là? Je vais essayer de te le raconter de manière synthétique, ce qui n'est pas du tout ma compétence, clairement. Pas de souci. Déjà, je voulais te remercier de m'avoir invitée et de me permettre de parler parce que c'est chouette d'avoir cet espace d'échange. Parler de moi, c'est pas l'endroit où je suis la plus à l'aise, mais je vais essayer de le faire bien et de te faire honneur. Mon parcours, en fait, c'est un parcours un peu, on va dire, pour certains chaotique, pour d'autres atypique, on prend le mot qu'on veut. Ça dépend des gens. Parce qu'au départ, j'ai fait une prépa, je voulais faire Sciences Po, je voulais faire de la politique, je voulais être présidente de la République. Wow. Ouais, en fait, c'est parce que déjà mes parents étaient très intéressés par la politique et surtout parce que je me disais que c'était le moyen, tu vas voir, j'étais naïve, mais c'est pas grave, c'était le moyen de changer le monde et de faire en sorte que les gens soient heureux. Parce que Mhm. pour moi, il fallait un endroit où je voyais vraiment ça comme un truc qui allait redescendre et si on s'occupait des autres à une échelle, tu vois, de la nation, etc., ben, on allait pouvoir aider les gens à être heureux. Il y a plein d'histoires personnelles, les miennes et puis d'amis, qui ont été très tristes et bouleversantes. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, mais il faut qu'on trouve un truc, quoi. Enfin, tu vois, moi, je peux pas avoir mon ami qui pleure, je peux pas avoir ma famille qui est triste, je peux pas avoir des gens qui sont seuls au point de se faire des choses qui sont irréparables pour eux. Enfin, tu vois, c'est un truc vraiment qui me touche depuis toute petite. Et ma mère m'a toujours dit, ne va pas en politique, t'es pas faite pour ça, tu pleures pour tout le monde, tu veux prendre le malheur des gens, tu vois, etc. Mais moi, j'étais là, non, 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 il faut faire quelque chose. Donc, j'ai fait Sciences Po à Bordeaux et bon, j'ai eu une petite déception parce que c'est pas ce que j'imaginais. Parce que je suis très idéaliste au départ, donc tu vois, je me suis dit, ouais, on va faire des trucs ensemble, on va révolutionner le monde et tout. C'était pas exactement ça. Je me suis pas plu dans ce groupe-là. Il y a des choses que j'ai aimées, il y a des gens que j'ai rencontrés que j'ai beaucoup aimés, il y a encore ma meilleure amie qui était témoin à mon mariage, etc. Mais il y a d'autres choses qui m'ont moins plu. Et comme j'avais prévu de faire l'ENA après, je me suis dit, là, je pense que déjà, ça allait être très difficile, clairement, tu vois. Et en plus, je me suis dit, non, je crois que ça ne me convient pas. Donc, il a fallu une première fois que je me reconvertisse pendant mes études, Ouais. tu vois, parce que je me C'était quoi dis, la déception pour toi en arrivant à Sciences Po? Tu t'attendais à pouvoir effectivement avoir des échanges pour pouvoir changer le ouais, monde? ouais, je trouvais, alors, peut-être qu'il y en a qui vont m'en vouloir, mais je trouvais que ça manquait de profondeur, en fait. Moi, j'avais pris service public, j'ai pas précisé parce qu'évidemment, je voulais servir la France et je voulais contribuer à l'intérêt général. C'était hyper important pour moi. Et en plus, la chose qui est marrante, c'est que je trouvais que l'entreprise était un endroit malsain, évidemment, hein. Donc, j'étais vraiment vision public-privé, le truc, tu vois, hyper comme ça, catégorique, parce que c'était vraiment ma façon de penser. Après, j'ai vu que c'était complètement faux Hmm. clairement. Mais voilà, ce que j'ai moins aimé, c'est que je trouvais qu'on n'allait pas en profondeur sur des sujets, mais c'était pas le but au final, parce que c'était quelque chose de très pluridisciplinaire et que il y avait des choses à compléter derrière, tu vois. Mais comme j'avais vu ça, moi, finalement, c'est mon erreur, hein, j'avais vu ça comme un truc où j'allais changer le monde. C'est moi qui étais mal positionnée au départ, donc ça ne pouvait pas être satisfaisant pour moi au final, tu vois. Puis après, je suis pas. J'ai découvert aussi que j'étais pas la personne qui aimait le plus aller en groupe. Le BDE, tout ça, c'est pas mon truc. Les soirées étudiantes, c'est pas mon truc non plus, tu vois. Donc, j'ai perdu des amis aussi à cause de ça, parce que j'étais finalement réservée. Et tu vois, j'avais besoin de me ressourcer le week-end parce qu'il y avait trop de monde. Enfin, un truc incroyable, quoi. Ouais. Donc, quand je disais je me suis reconvertie, c'est que je me suis dit, bon, attends, moi, mon rêve là, bon, pour l'instant, je le mets de côté parce que je voulais pas, par contre, être dans un parti Ouais. parce que j'aime pas du tout qu'on m'impose un point de vue. Enfin, ça, c'est un peu mon côté sale gosse, rebelle, on me prend comme on peut, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, il n'y avait pas un parti qui me correspondait. Hmm.
Il y a des choses que je n'aimais pas du tout clairement, mais en tout cas, il n'y avait pas d'endroit et je voulais pas. J'avais vu, hein, j'avais une amie qui était inscrite à l'UNAFIL et tout ça. Il y a des choses que j'aimais beaucoup, il y en a d'autres. Moi, à partir du moment où on me dit de marcher droit ou de faire comme ça alors que j'ai pas envie sur le moment, ça passe pas, tu vois. Donc ça n'a pas fonctionné. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et il y avait une prépa à l'agrégation sciences économiques et sociales au sein de Sciences Po. Et en fait, j'ai préparé la grecque parce que c'est aussi quelque chose que j'aimais beaucoup parce que, pour l'anecdote, j'ai une professeure d'histoire au lycée que j'ai eu en première et en terminale qui a changé ma vie, vraiment incroyable. C'est-à-dire que bon, j'avais des problèmes à la maison, tout ça. Et en fait, cette personne-là, elle m'a pris sous son aile. Ça a été ma deuxième maman pendant 2 ans, tu vois. Et c'est la première. Bon, je veux dire, c'est une personne qui a énormément cru en moi, qui m'a dit, tu veux faire Sciences Po, tu vas y arriver, t'inquiète pas, etc. Et incroyable. Et enfin, elle a changé vraiment mon parcours professionnel, quoi, tu vois. Et donc, je m'étais dit, c'est chouette d'avoir cette mission-là. Tu vois, ça correspondait à la mission de finalement, dans l'enseignement et en ayant ce rôle-là auprès des étudiants, des élèves, etc., eh ben, il y a moyen d'aider, de valoriser, de faire avancer, etc. Tu vois. Bon, bah, j'ai été admissible 2 fois à la grecque, mais je ne l'ai pas eu. J'ai passé les écrits, ça marchait, mais les oraux, un petit peu moins. C'était complexe. Donc là, pareil, il faut y repenser, il faut faire quelque chose d'autre parce que ça ne marche pas. Et en fait, j'ai fait un DEA d'épistémologie économique. Donc, c'est de la philosophie des... C'est un peu bizarre. C'était le C'est seul à l'époque. tellement compliqué là l'ensemble tout d'un coup. C'est vrai, C'est de la... bref. Bah, en fait, c'est hyper intéressant. C'est de la philosophie des sciences appliquée à l'économie, puisque ça restait quand même une de mes grosses matières avec la science, enfin, sciences éco, sciences sociales, sociologie, quoi. C'était les matières qui m'intéressaient beaucoup. Et en fait, moi, j'avais envie de comprendre, ça fait partie de moi aussi, pourquoi, comment était né le discours économique, comment était fondée une science, pourquoi on établissait qu'il y avait ce truc-là qui était une vérité et pas l'autre, etc. Tu vois, et l'analyse du langage, enfin, franchement, c'est fascinant. Enfin, moi, je trouve ça fascinant, tu vois. Et, euh, et en sortant de là, j'ai dit, bon, bah, je vais faire une thèse, je vais commencer une thèse, ça va être bien, je vais continuer là-dedans. Mais en fait, j'avais fait un petit truc qui passait pas, c'est que j'avais commencé à dire que l'économie, c'était une nouvelle religion. Et bah, il y en a qui étaient très intéressés, mais il y en a d'autres qui l'ont très mal pris. Alors que pas du tout, tu vois. J'ai expliqué qu'en fait, il y a un endroit où, alors là, c'était l'économie libérale au sens large, mais plutôt le système économique était vraiment une façon de nous imposer à la fois une façon de penser et aussi des pratiques, tu vois, vraiment au sens religieux, etc. Bon, bah, c'était mon sujet du moment, j'étais fascinée par ça. Et j'ai dû partir à l'EHESS en sociologie parce que les économistes, ils voulaient plus trop de moi, ça leur a pas plu. C'était marrant, mais bon, je Trop de suis un peu remise comme en ça. question d'un coup là. C'est Ouais, arrivé. ouais, mais en plus, c'était un truc qui était censé être hétérodoxe et très ouvert d'esprit. Bon, bah, apparemment, ça s'est pas bien passé. Et le pire pour l'anecdote, c'était rigolo parce que, franchement, comme ils n'avaient pas trop apprécié, ils m'avaient mis dans mon jury de mémoire de DEA, ils m'avaient mis quelqu'un qui était un ancien jésuite qui devait, tu sais, alors que je lui disais, alors l'économie, nouvelle religion, tu vois. Le gars, la soutenance, il fait, vous êtes au courant que je suis jésuite? Je fais, non, je ne le savais pas. Moi, tu sais, je me décompose pas, je lui dis, et puis finalement, j'ai eu de très bons résultats et il a compris, tu vois, c'était pas l'idée, c'était pas de critiquer pour critiquer. Bon, bref, tu vois un peu le cas, je suis un peu la personne qui met les pieds dans le plat sans le faire exprès à chaque fois. Donc, tu voulais me dire un truc? Oui, oui, non, non, tu sais, t'as quand même un parcours où tu as dérangé déjà beaucoup de gens et voilà, que tu as eu quand même le soutien au départ de Ouais, cette prof qui t'a donné confiance oui, là-dedans et ouais. tu es allé au bout avec ça. Ok. Et des amis parce que j'avais eu des personnes que j'avais rencontrées et j'avais rencontré Bernard Maris qui est maintenant décédé parce qu'il était à Charlie Hebdo qui faisait la rubrique économie et qui m'avait dit on va faire quelque chose ensemble parce qu'il était intéressé, donc c'était quand même un endroit où malgré tout il y avait une place à prendre, tu vois. Et ce qui a fait que finalement ça s'est pas bien terminé entre guillemets, c'est que mon côté encore idéaliste en a pris un petit coup parce que j'ai découvert un monde de l'université, de la recherche en général, qui était mais pas du tout ce que j'imaginais. Moi, j'imaginais, encore une fois,
qu'on allait se retrouver, qu'on allait échanger, qu'on allait faire avancer le débat et qu'on allait tous dans la même voie, quoi. Tu vois, enfin, c'était pas trop le cas. Il y avait des conflits de chapelle entre les économistes, les sociologues, les machins. Donc là, c'était un petit peu trop. Et par hasard, j'ai essayé de vraiment pas faire trop long parce que là, je vois que je rentre trop dans les Ah non, mais détails. en plus, c'est des sujets passionnants et pour le coup, je le sais aussi pour d'autres raisons que la recherche, il y a des choses aussi où on a Ouais, l'impression que c'est des endroits de justement de d'ouverture d'esprit et partage. de recherche et que non, Ouais. faut rentrer dans les cadres Et- et il faut pouvoir, enfin voilà, pour aller chercher les bourses et machin, hein, ouais. rentrer dans des cadres et Mm. surtout pas avoir d'idées trop innovantes parce que Ouais, oui, oui, ça dépend encore une fois. Moi, j'ai eu mon directeur de thèse qui était extraordinaire, hmm, Frédéric Le Baron, qui était un. C'est le fils spirituel de Pierre Bourdieu. Alors, on aime ou pas Bourdieu, enfin, moi, j'aimais bien. Et Frédéric était incroyable. Et tu vois, c'est lui qui est venu me chercher en disant, c'est pas grave, ils veulent pas de toi au DEA, viens, tu vas faire la thèse. Enfin, je vais être ton directeur de mémoire pour le DEA, je vais être ton directeur de thèse aussi. Et à la fin, je te dis, la thèse, c'était pas possible parce qu'en plus, ça me faisait angoisser. Moi, la bibliothèque, je sais pas comment ils font. Parce que c'est super, il y a plein de livres, et en même temps, c'est hyper angoissant. Je trouve ça, tu sais, il y a une ambiance quoi qui est hyper lourde et moi qui suis hyper sensible en plus aux environnements, j'avais le cafard quoi. Donc je faisais bon bref, c'était pas fait pour moi, je l'ai compris. pas fait pour toi. Donc il Donc fallait là t'as 25 ans et t'as déjà switché deux fois de ouais, je sais plus quel âge. 23, Attends. 23, oui, c'est ça. Bah, ouais, un peu plus, non, un peu plus parce que j'ai passé. Bah, tu vois, je vais pas réussir à calculer là tout de suite, donc je vais pas le faire parce que. Mais j'ai commencé. Non, en fait, j'ai commencé. Bah, je suis allée jusqu'à mes quasiment 30 ans. Ouais, ouais, parce que ça a duré longtemps. Parce qu'en 30 ans, j'ai aussi donné des cours à la fac, tout ça, là où était mon professeur, enfin mon directeur de thèse. Et il s'est passé que j'ai rencontré quelqu'un qui était ingénieur en informatique, qui avait fait l'EPITA, et qui m'a dit, mais attends, avec les qualités que tu as, tu peux faire chef de projet tranquille, chef de projet fonctionnel, parce que je t'ai organisé, enfin les concours, j'en ai passé plein. Je me faisais des plannings, tu sais, genre 9h, 11h, 11h, 13h, 13h, 15h, tu sais, tous les jours, pour me dire, je vais faire telle matière, parce que la grecque, c'est l'enfer, hein. De toute façon, à préparer, c'est. Je sais pas si tu avais vu le film avec Sophie Marceau. Bah, elle avait. Bon, bref, c'est inimaginable. C'est inimaginable le travail que ça demande. Et donc, il m'avait dit ça. Et en fait, j'ai postulé dans un job dans une boîte d'IT, tu vois, mais alors complètement au hasard. Et puis, je suis rentrée là-dedans. Incroyable. Je rentre dans le monde de l'informatique qui était, mais alors, pas du tout mon univers de départ. En plus, je suis autodidacte parce que comme je suis pas toute jeune, je veux dire, l'ordinateur, Internet, c'est arrivé après que je passe le bac et même un peu après quand même. Ouais. Et c'était pas, je l'avais fait un peu pour la grecque, etc. Enfin, ouais, pour passer la grecque, mais j'étais hyper autodidacte, quoi. Mm. Finalement, contre toute attente, bah, je me suis régalée. Je me suis régalée dans le monde de l'IT parce que j'ai trouvé ça humble. Enfin, alors, je prends les développeurs, je prends ce monde-là. C'est un endroit qui est simple. On dit une chose, on la fait, on code, etc. Enfin, je sais pas, il y a tout un truc. Et en plus, le langage informatique, je trouve ça fascinant. Je me suis mise à un peu coder parce que ça fait aussi partie de mes défauts et de mes qualités en même temps, là. Bon, j'aime pas ces mots-là, mais je vais utiliser ceux-là. Ouais. Comme j'aime pas trop avoir à demander aux autres pour faire quelque chose, j'ai appris à développer toute seule, tu vois, Oui. pour corriger. Par exemple, moi j'étais chef de projet fonctionnel, donc on était sur des systèmes d'information. Là, c'était dans l'achat et il y avait des bugs, malheureusement, hein, comme partout. Et Ouais. comme il fallait attendre les développeurs, il fallait demander tu vois, à l'équipe, machin, le ticket, le truc. Quand c'était des trucs qui n'avaient pas l'air trop compliqués, j'allais fouiller quand même et je me disais, bon, bah, si j'y arrive. Et en fait, j'y arrivais. J'ai gagné le respect de tous mes, de tous mes collègues qui développaient, qui m'ont dit, mais comment t'as fait? Ah, mais je lâche rien, en fait, tu vois, c'est vraiment ça. Et Ouais. puis là, j'ai duré un peu plus longtemps. Alors, j'ai changé quand même de société parce que je suis un peu comme ça. J'ai besoin de me renouveler très, très vite, quoi. De pas m'ennuyer dans mon poste. Et à un moment, là, on arrive bientôt à la fin du parcours professionnel avant Montréal. Je suis rentrée chez IBM, au départ en tant que chef de projet. Et puis finalement, comme ils ont apprécié ma façon de travailler, que j'avais eu des bons résultats, j'ai eu un programme, en fait, on appelle ça
Bah, je sais plus d'ailleurs comment il s'appelle ce programme. En tout cas, c'est un endroit où ils viennent te chercher, ils vont te positionner sur un poste pour t'aider justement à prendre après un poste qui va être un gros poste à responsabilité, etc. Donc, il m'avait mis top talent et j'étais devenue directrice de cabinet d'un des vice-présidents d'IBM, qui était une mission extraordinaire. Mais Mhm. alors, bon, par contre, j'avais pas de vie, hein, j'avais pas le temps, hein. C'était trop compliqué parce que tu vois, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais c'était génial. En plus, mon chef était quelqu'un d'hyper brillant, enfin, alors, génialissime, était brillant. Son équipe, en plus, c'était l'équipe business développement d'IBM et c'était que des personnes qui étaient hyper calées dans leur domaine. Donc, limite, tu assistes à la réunion, tu as appris des choses que tu n'apprendrais jamais, tu vois. Donc, ça, c'était génial. Et après, j'ai changé de poste parce que de toute façon, le but, c'est c'est une rotation. Tu pars après dans ton poste plus ou moins définitif. Et là, j'ai dû être client exec, donc qui est un poste très, très bien chez IBM parce qu'en gros, tu portes tout le compte, soit d'une industrie, soit d'un secteur, soit d'un client. Donc là, moi, j'étais sur médias, telco, et donc j'avais plusieurs clients. Et en gros, c'est moi avec mon binôme, parce qu'on m'a mise en binôme avec quelqu'un qui était plus expert, heureusement, on rencontrait les dirigeants des boîtes. Donc, j'ai rencontré le directeur général de Bouygues Télécom, etc. Donc, tu vois, c'est un autre environnement, beaucoup de pression. C'est t'arrives, toi, tu es sage, tu te poses dans un coin, tu dis bonjour. Ouais, Mais tout est hyper codé, hyper. c'est ça, ouais, ouais. Et puis moi, j'étais pas forcément, tu sais, j'avais pas trop l'habitude, quoi. Et là, ça a été dur parce que honnêtement, la personne avec qui j'étais en binôme a été quelqu'un d'affreux, hein, je peux pas le dire autrement. Je pense que je pourrais le dire autrement, mais ça passerait pas dans la vidéo. Donc, déception totale parce qu'humainement, il était euh, catastrophique ce mec, quoi. Parce que il était censé m'aider et me montrer tous les tuyaux, tu vois, du métier que j'avais pas. Je m'étais formée en plus. Alors, j'avais fait des formations chez IBM, expérience seller, tout ça. Mais en fait, sur le terrain, moi, comme en plus c'était le poste où tu devais connaître tous les produits d'IBM pour pouvoir ensuite poser les bonnes questions à tes interlocuteurs, commencer à voir ce qui pouvait être intéressant, etc. Bon, je les connaissais pas. Ouais. Ça faisait 2 ans que j'étais chez IBM, etc. Il me manquait plein de choses. Et lui, qui devait m'aider à monter en compétences, n'avait aucun intérêt à le faire, clairement, parce que notre manager était ma mentor de carrière à moi, en fait. C'était ma mentor de carrière chez IBM, on a ça. Et notre N+2 était mon ancien N+2, N+1, qui était le fameux chef que j'adorais, et était devenu mon N+1 en même temps, parce que lui, il avait changé de poste. Donc, je passais pour la nénette qui allait de toute façon lui bouffer sa place, qui allait réussir, machin, alors que moi, j'arrive là, tu vois, je suis innocente, naïve, et je me dis, ouais, on va travailler ensemble, ça va être bien, et tout ça. Ouais, en fait, pas du tout. Il y a eu une Et, réaction de défense et il m'a saboté. Et puis, il a clairement menti. Enfin, c'est surtout ça le problème, tu vois, c'est que dire Delphine, elle manque de compétences, ouais, bah, c'était clair, hein, de toute façon, donc ça gênait pas, tu vois, on avance plus vite, hein, s'il le dit. Et me Ouais. dire, bah, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Non, non, il me dit, bah, va regarder ce que tu peux faire. Et ce que j'avais de mieux, en plus de sa part, en termes de feedback, Mm. c'était quand on allait chez le client, il me fait, oh, t'as de la chance, t'as vu, les mecs chez Bouygues, ils te regardent. Tu vois, tu vois le niveau de la conversation. Ouais, ouais, c'est ça qu'il m'a dit, tu vois. Il m'a dit, t'as de la chance. J'ai fait, c'est génial. Je me sens hyper valorisée. J'ai l'impression que je sers vachement à quelque chose, tu vois, dans l'histoire. Super. Donc, En gros, il est en train de te dire que tu faisais une belle plante verte voilà, dans le exactement. besoin à Ouais, faire. Super. c'est ça, c'est ça. Et puis, un autre truc, il me disait, voilà, mais parce qu'il me dit, mais comment tu fais pour tenir le nom des gens? Ben, je sais pas, parce que je les respecte, en fait. Tu vois, je sortais d'un meeting et j'ai, ah, machin, il a dit ça. Il me fait, mais tu t'en rappelles de son nom? Je dis, mais, enfin, tu fais quoi pendant le meeting, toi? Tu n'écoutes pas ce qu'il dit, tu t'en fous. Bon, après, c'est un bon vendeur, on va pas lui enlever, il était bon. Et quand j'ai essayé d'en parler avec ma manager, la pauvre, j'en ai voulu sur le moment, mais après, j'ai compris. J'ai pas trop de choix, hein. C'est l'endroit où tu dois ramener du business, hein. C'est le poste où il faut ramener du fric. Donc là, moi, j'en ramenais pas, mais en plus, ma montée en compétence, elle coûtait cher parce que je prenais du temps à monter en compétence. Donc, j'étais pas du tout rentable. Mm. Et j'ai essayé de l'alerter, mais elle ne m'entendait pas, ou alors elle ne voulait pas, je ne sais pas.
Je lui ai dit, écoute, j'ai essayé de le dire gentiment, mais j'ai dit, mais ils ne m'aident pas, en fait. Je m'enlise, quoi. Je me perds, je comprends plus rien, je me sens nulle. Enfin, tu vois, tous les trucs. Et en plus, moi, il m'en faut pas beaucoup pour douter de moi. Donc, alors là, j'étais, non, tu vois, ça se rajoutait progressivement. Je L'environnement me parfait sentais, ouais, tu vois. l'environnement parfait pour se mettre à douter de tout Mais et voilà, c'était l'enfer. Et en plus, je sortais d'un endroit où j'avais travaillé, où ça se passait bien, justement, avec mon ancien chef, et j'avais fait tellement de choses difficiles. Et là, blam, il y a un vide qui se crée, et je ne comprends plus ce qui est en train de se passer, tu vois, mais je me sens perdue. Et en même temps, il y a les attentats à Paris qui ont été, il n'y a même pas de nom pour dire ce que ça a été, quoi. Enfin, là, c'était fin novembre, fin de novembre. Et en fait, là, je me dis, bon, en fait, ça m'a fait exploser. Je me suis dit, attends, il y a un truc, je suis plus du tout, je sais même pas ce que je fais. Je prenais ma voiture le matin, j'ai écouté BFM Business pour être, tu sais, dans le truc de la radio et tout, alors que c'est pas du tout mon style. Parce que j'aime bien me nourrir intellectuellement autrement et pas forcément la radio que je trouve anxiogène dans ma voiture toute seule, machin, à faire les bouchons sur Paris pour aller chez mon client alors que l'autre, je sais très bien qu'il en a rien à foutre, tu sais. Mais la vraiment, campagne hein. du stress. Oui, oui, Et c'est t'imagines? ça. Et je le faisais, putain, je me forçais à le faire et tout, hein. Et en fait, quand il s'est passé ça, je me suis dit, quand il y a eu les attentats, j'étais à Vincennes. En plus, moi, j'étais vraiment, vraiment pas loin. Enfin, j'étais pas loin de tout ce qui s'était passé avant. Et en même temps, il y avait encore les séquelles de plein de choses. Hmm. Et en fait, je me dis, bon, de toute façon, clairement, j'ai fait une dépression à ce moment-là, hein. Je me suis, enfin, émotionnellement, c'était trop pour moi. Et j'ai commencé à douter. Et ce qui était formidable, parce que là, je peux pas le dire autrement quand même, c'est quand je suis entrée de mon arrêt maladie, c'était au mois de mars. J'ai mis du temps à être en arrêt, mais j'étais en arrêt. Bah, le mois de mars, je crois que c'était mi-mars ou le 14 mars, on m'a dit, OK, bon, tu viens de rentrer, considère que tu n'as plus de job. Donc, il faut que tu ailles chercher ton nouveau job chez IBM. Donc, tu vas toquer à la porte de tout le monde et puis tu vas les voir et tu leur demandes s'ils veulent de toi, quoi. Ok. Donc, voilà. Alors, c'était encore plus, comment on dit, Tu l'as pris. humiliant. Ah, pardon, vas-y. Oui, c'est ça. Parce que en même temps, ils te virent pas, mais ils te disent tu te débrouilles pour trouver Ouais, une place. ouais, Tu l'as accueilli comment ce pas discours? bien. Pas bien. En fait, je me doutais bien que j'étais pas à ma place et que, en fait, finalement, ce poste, j'étais certainement en avance de phase et que j'aurais dû être accompagnée. Il y a plein de choses, mais sur le moment, j'étais juste perdue. En plus, encore une fois, c'est ma manager, ma mentor de carrière et mon ancien N+1 qui Hmm. me disent ça. Et je sais qu'ils n'avaient pas le choix. En fait, je l'ai compris après. Parce que de toute façon, il y a eu des choses qui s'étaient certainement passées entre-temps, mais me le dire comme ça et me dire, surtout, ne le vis pas mal, ça n'est pas un échec. Là, je le regarde, je fais, ouais, c'est pas un échec. Ouais, bah, excuse-moi, mais là, j'ai du mal à y croire. Puis en plus, ils savent comment je suis. Maintenant, le truc qu'il faut comprendre, c'est que des personnes comme ça, qui ont des postes comme ça, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas normal. Sur le moment, je trouvais que c'était pas normal, mais en même temps, s'ils commencent à ouvrir le truc, s'ils m'avaient dit, tu sais, Delphine, on n'est pas d'accord avec ce qu'on est en train de te faire, mais on n'a pas le choix, je suis pas sûre que ça m'aurait servi non plus. Ça m'aurait fait du bien humainement, mais en fait, ça aurait juste montré que c'était catastrophique ce système de management et qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, quoi. Donc bon, en tout cas, sur le moment, je sais même pas te dire, j'étais perdue. J'étais zombie, tu vois, vraiment. Dans le fond, à ce moment-là, enfin, tu as mis tellement d'applications à apprendre aussi les codes de Ouais. tout ce métier qui n'est pas ton univers de départ, Mm. qui n'est pas Ah ton ouais. mode de fonctionnement de départ. Et là, tu prends une porte dans la tête Mm. et on te dit, t'es pas à ta place. Donc effectivement, tous les efforts que tu as faits, ils perdent leur sens. Enfin, Ouais. vous reconnaissez même pas que j'ai fait autant d'efforts pour vous donner satisfaction. C'est hyper Ben, en fait, la ils ont peine. même pas compris comment j'ai pu échouer parce que franchement, par contre, vraiment professionnellement, ils m'estimaient beaucoup tous les deux. Et eux-mêmes étaient en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe, Delphine? Pourquoi ça se passe comme ça? Ouais. Et en fait, un des problèmes pour moi, je pense, c'est que moi, si le relationnel n'est pas bon et que les gens ne me mettent pas en confiance, alors que c'est pas complètement à eux de le faire, je suis perdue. Tu vois, j'ai perdu mon cerveau, hein, il est plus là. Le truc de dire, tu sais, quand on est dans le cerveau émotionnel, le cortex, il marche pas bien, bah alors je suis mais tellement dedans, tu vois. Et donc, moi, je suis hyper sensible aux environnements. Si je sens que des gens me m'aiment pas, ou en tout cas qui sont pas très avenants, je perds tous mes moyens. Je deviens une autre personne, tu vois. Je sais plus parler.
Et ça, je sais que ça, c'est important pour moi, donc j'en ai pris conscience, tu vois. Mais la façon dont ça s'est passé après, bah, écoute, j'allais au bureau, je comprenais rien. Déjà, j'avais plus de poste. Donc, j'allais m'asseoir, parce que c'est des open space, j'avais quand même une sorte d'endroit, tu vois, mais j'étais juste, bon, alors, à qui je vais parler? Et les gens, ils étaient mal à l'aise pour moi, tu vois, les managers que je côtoyais avant, enfin, qui ont toujours été à l'écoute et tout. Il y en a qui étaient mal à l'aise, qui m'ont dit, mais Delphine, c'est horrible, machin. Et il y en a d'autres, clairement, ils s'en foutaient, hein. Mm. Donc, à un moment, j'ai dit, bah, écoute, je vais prendre le temps de réfléchir à ce que je veux faire, parce que après tout, je suis 1 an sans poste, ils me donnent pas de poste, et bah, écoute, tant pis pour eux, à un moment, voilà. Et j'ai commencé à penser à ce que j'allais faire. Au moment où je voulais partir, bah, ils sont venus me rechercher. Ouais, voilà. Et donc, je suis partie, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté, j'ai quitté Paris, j'en pouvais plus de Paris parce qu'en plus j'étais seule, puisque évidemment je passais ma vie à travailler. Donc comment te dire que le relationnel et le personnel, il passait à la trappe. Donc il était là de temps en temps, mais en général c'était pas ma priorité. Je suis partie vivre dans le sud, au fin fond, au pied des Pyrénées, à 1 heure de Toulouse, tu sais, le truc qui n'a rien à voir. C'était génial, mais c'était trop chouette. Je matin, pas un bruit, j'ouvre, je vois les montagnes au fond. Le soleil, évidemment, parce que quand même, voilà, quoi. Et là, je prends le temps de réfléchir. Et en fait, là, je vais accélérer le truc, hein, parce que j'ai rencontré Pascal, qui est devenu mon associé, en fait, après. Ça a été mon coach qui m'a aidé à remettre un peu d'ordre dans mon professionnel et aussi dans mon personnel, hein, clairement. Enfin, là, il n'y avait pas d'ordre à le mettre puisqu'il n'existait pas, tu vois. Mais en tout cas, mettre une ligne directrice et puis trouver l'endroit où moi, ça me correspondait, réfléchir à ce que j'avais fait, etc. Et comme j'aimais bien son approche, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de lui proposer mon aide parce que moi, je ne me voyais pas travailler toute seule. Je me voyais faire comme j'avais fait avec enfin, le vice-président, c'est-à-dire faire numéro 2, tu vois, spin doctor en cachette. Je conseille, je lui dis, il faut faire ça, 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 tu vois. Et puis, c'est ce qu'on a commencé à faire. Ça a duré un petit moment, jusqu'au moment où on a créé Auréa de stratégie. Alors, c'était en plein Covid, tu vois, Ok. en plein à ce moment-là. Et on a fait au départ du coaching de dirigeants, du conseil en organisation, management, etc. Progressivement, on va vers de la formation parce qu'on voit des gros sujets de soft skills, de savoir-être, de management, etc. Donc, on se dit, bah, attends, et comme on a travaillé une analyse de la personnalité, c'est ce que je fais un peu dans mes carousels sur LinkedIn, qui nous permettent vraiment de cibler finalement comment on réagit, pourquoi on réagit comme ça et ce qu'on peut en faire, tu vois. Et surtout, comment on peut être avec les autres, hein, parce que c'est un peu ça le but aussi. Mm. Ça, c'est un gros sujet, comme c'est une question que je me suis régulièrement posée, si tu veux. C'est ça, c'est son sujet récurrent de Ah, comment mais c'est clair. Ouais. ensemble, comment on fonctionne ensemble. Ouais. Ouais. C'est ça. Puis moi, c'est ce qui faisait le lien avec finalement le fait de vouloir faire de la politique, le fait de m'intéresser aux sciences sociales et aux sciences humaines, à la psycho, tu vois, tout ça, je retrouvais du sens. Et on a aussi progressivement fait des bilans de compétences pour apporter aussi cet aspect-là et puis pour aider, enfin, pour faire avancer le public parce que les conseils professionnels, ils sont souvent Mm. malheureusement mauvais quand on est en reconversion ou quand on a fait un burn-out, ce qui est finalement ce qui m'est arrivé. Hein, je l'ai compris après, mais je l'ai pas compris tout de suite. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, des gens à qui j'en parle, ils Ouais. disent, mais Et t'as pas eu moi, un diagnostic aussi clair avec un médecin qui dit non mais là ma petite dame va falloir c'est Pascal qui me l'a fait parce que moi j'ai pas été mais non, moi j'ai juste tu vois, j'ai même pas demandé. En fait, j'ai été quand même comme j'étais en dépression, Mm. ça s'est vu, mais si tu veux j'ai pas compris que c'était ça qui s'était passé. Je connaissais pas, puis c'est pas des termes qu'on employait hyper facilement, ou en tout cas moi j'étais pas du tout dans la mouvance du truc, tu vois, donc je savais pas. Mm. Et en fait, voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a lancé le bilan de compétences, parce qu'on s'est dit, il y a tellement de gens, et on le voit, et même de plus en plus tôt, c'est ça qui est fou, en fait, hein, qui se disent, mais attends, je vais faire quoi de ma vie? Et surtout, comment je mets du sens dans ce que je fais? Parce que il y en a plus trop de sens, hein, quand tu regardes un peu plein de choses qui se passent. Le bilan, je pense que là, nous, le bilan tel qu'on le voit aussi, hein, c'est de comment tu fais pour vraiment te dire que tu as ta place, Mm. que ce que tu fais et qui tu es, ça a énormément de valeur. Donc, il n'y a personne qui a le droit de te dire, je vais essayer de pas m'énerver quand je dis ça parce que c'est des sujets qui me touchent, évidemment. Ouais. Personne n'a le droit de te dire que tu es nul, que tu sers à rien, etc. C'est des choses que moi j'ai vécues, que j'ai ressenties, ça dépend, on ne l'a pas toujours dit comme ça, mais
Ça, c'est inacceptable et ça fait tellement de mal. Et je veux dire, ça fait tellement de mal à l'école parce qu'il y a combien de gens qui nous disent, ouais, quand j'étais petit, on m'a dit ça. Et je vais te donner une anecdote parce que autant j'ai une prof d'histoire, la fameuse, qui a été génialissime, autant il y en a une autre prof d'histoire qui l'était beaucoup moins parce que quand j'étais, pour te dire là, le côté émotionnel, tout ça, le contexte, quand j'étais en seconde, j'ai redoublé ma seconde. Mhm. Euh, Parce que pour plein de raisons, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas personnellement. Et j'étais dans un lycée de gens que je connaissais pas du tout. J'avais changé entre le collège et le lycée. C'était des gens un petit peu affreux, un petit peu prétentieux, tout ça. Donc j'étais arrivée dans un endroit, tu sais, moi. Moi, j'arrive, je discute avec tout le monde, j'ai pas les codes. J'ai pas les codes du truc. Donc non, mais attends, tu peux pas venir nous parler en fait. Tu fais pas partie du groupe machin bidule, qui est le groupe machin. Bon, bref. Et donc tout ça a été très complexe pour moi. Et en fait, j'ai pas réussi à avoir de très bons résultats. Mhm. Et la prof d'histoire au conseil de classe a dit, de toute façon, elle n'a pas le niveau pour aller en STT, il faut la mettre dans la vie active, elle n'arrivera jamais à rien. Mhm. Voilà. Et cette prof-là, qui est, je vais essayer de ne pas dire de con, une catastrophe humaine, parce qu'elle a dit d'autres trucs que je peux pas dire parce qu'elle c'est vraiment, mais c'est tellement, tellement débile que des gens comme ça n'ont même pas le droit d'être, ils ne méritent pas d'être profs, ils devraient, je sais pas moi, il faudrait qu'ils soient contrôlés en fait, je comprends pas. Parce que je sais qu'elle a saccagé énormément de gens et ça, c'est pas acceptable. Enfin, le rôle des profs, moi, pour moi, être prof, être enseignant, c'est un des plus beaux métiers qui existent parce que quand tu arrives à déjà transmettre ta passion dans une matière, valoriser les élèves, parce que tu sais très bien qu'aujourd'hui, il y en a plein qui sont en difficulté déjà humainement à la maison et autres, et que l'école, c'est l'endroit. Alors peut-être qu'il y en a plein qui critiquent, hein, évidemment, parce que le savoir est mal transmis pour plein de raisons, moi je rentre pas là-dedans, mais c'est quand même l'endroit où tu trouves un soutien, où tu trouves des amis, où tu apprends, plein de choses clairement, mais tu apprends plein de choses humainement. Et Mhm. quand tu as des profs comme ça, des enseignants qui viennent te saccager, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, si t'as pas envie d'aider, alors ils peuvent être saturés, hein, mais de là à dire une connerie comme elle a dit elle, je veux dire, c'est inexcusable, quoi. C'est inexcusable. Ce que tu es en train de dire, c'est que ce qui pour toi est inacceptable, c'est que oui, il y a de l'apprentissage scientifique, Mm. etc., des matières, et que on peut être plus ou moins bon, mais que là, cette phrase-là, ça a été une sanction sur la personne que tu étais, Oui, et pas sur tes compétences dans un domaine. non, ouais. Ah, t'as bien fait de me faire préciser parce qu'on pourrait croire que le truc de dire tu vas dans la vie active parce que t'es pas faite pour les études, c'est une insulte. C'est pas ça en fait le problème, hein. Parce que au contraire, je pense que s'il faut commencer à regarder et pas obliger les gens à aller dans des filières qui leur correspondent pas juste pour rentrer dans le moule parce que soi-disant la vie active c'est nul, etc. Ça c'est pas mon débat, mais merci de me le faire préciser. C'est pas ça que je voulais. La sanction sur l'être, Ouais, c'est pas la c'est ça. sanction sur C'est ça. des compétences. C'était un truc qui était personnel, en fait. C'était une remarque, genre, pour elle, dans sa tête de prof, etc., dire elle doit aller dans la vie active, ça voulait dire elle est débile. Parce que c'est ce que j'ai compris, tu vois. Alors, double, et tu as raison, encore une fois, de me le faire préciser, double débilité de cette prof, hein, on peut pas le dire autrement quand même. C'est que, un, déjà, elle apprend pas à connaître les gens. De deux, elle juge tous les métiers d'apprentissage, tous les métiers, même STT pour elle, c'était une insulte hein, Mais qu'est-ce que c'est que ça en fait quoi. Parce que bon, bref, je ne pense pas sur le sujet. Certaines Et pour, élitisme, ouais. pour Ouais. l'anecdote, cette prof, je l'ai retrouvée, truc de fou. Il y a quoi, même pas 10 ans hein, dans le train. Parce que en venant de Paris, en rentrant chez mes parents, elle était dans le train et là, t'imagines pas. Pourtant, j'étais adulte et tout, j'avais mal au ventre de la voir parce qu'elle m'avait fait tellement mal que je me suis dit, bon, allez, tant pis, j'y vais. Tu vois, j'ai été la choper à la sortie du train. J'ai dit bonjour, madame. Elle s'appelle Madame Sage. Tu vois, elle porte, je sais pas, il y a des noms comme ça. Je vais la voir. J'ai dit bonjour, madame. J'étais votre élève en seconde, machin. Ah parce qu'elle parle comme ça en plus, elle a une voix comme ça, tu sais. Et j'ai dit, bah, je voulais vous dire qu'en fait, vous m'aviez dit que j'étais débile. Mais je voulais vous informer de ce que j'avais fait après, quand même, comme étude et tout ça. Et là, elle me sort, oui, oui, moi aussi. Et là, elle est catastrophique. Elle fait, mon dernier a fait Sciences Po, il n'a pas très bien réussi. Et bon, bah, c'est comme ça, quoi. Tu vois. Et elle m'a ressorti un truc comme ça. Je me suis dit, bon, en fait, il n'y a rien à chercher.
tu vois, c'est incompréhensible. Elle dit, ouais, Ouais. mon grand, il a fait ça. Mais bon, sa mentalité, c'était, elle a un sérieux problème dans sa tête, hein. Je sais pas ce que c'est, mais Elle a pas pu entendre ce que tu lui disais, en fait. non, mais je sais même pas. En plus, la façon dont elle a rajouté une couche. Et donc, Ouais. je me suis dit, bon, bah, finalement, déjà, moi, j'étais toute fière d'avoir osé y aller parce que même si j'étais adulte et que j'avais le droit de lui parler, j'étais quand même dans c'est dans le stress. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, il n'y a rien à faire avec des gens comme ça. Mais ça reste quand même une difficulté pour moi. Il y a des choses que je peux pas laisser passer parce qu'encore une fois, quand tu saccages quelqu'un, moi, ça a été, bon, en fait, elle m'a réveillé mon orgueil et finalement, après, j'ai super réussi. Donc, Mhm. malheureusement, je suis un petit peu orgueilleuse. Donc, voilà. Mais je trouve ça inadmissible, ce mépris pour les enfants, ce mépris pour encore une fois, les filières professionnelles, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Enfin, laisse tomber. Bref. Et donc, ouais, vas-y. Donc on en revient, tu t'es quand même, tu te retrouves au pied des Pyrénées, et Ouais, tu te lances avec Pascal. ouais, Du coup, tu es rentré dans l'entrepreneuriat comme ça, ouais, pour en fait accompagner Pascal et développer du coup les choses donc, que tu avais pratiquées pour ouais, toi avec Pascal et mm, développer un- ouais. tout un pôle autour de ça, du bilan de compétences et Mm. effectivement du management et tout ça. Ok. L'organisation, ouais. Une méthode, en fait, on a lancé une méthode, on a fait des formations en ligne parce qu'on avait une partie développement personnel aussi pour les particuliers, une partie entreprise. Et en fait, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'entre-temps, j'étais sur Paris en mission et quand il y a eu le Covid, j'ai dû rester sur Paris, premier confinement, et j'étais chez mes parents parce qu'ils sont en région parisienne. Et donc là, ça a été encore à mon âge, c'était compliqué d'être confinée chez mes parents, tu vois. Mais c'était un bon moment parce que finalement, je suis contente d'avoir passé ce moment-là avec eux. On a donc de fil en aiguille fait plein de choses, le bilan de compétences après, hein, ça c'était l'année dernière, et au fur et à mesure, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert que j'avais besoin, moi, de changer encore de voie professionnelle. Ça y est, je me reconvertis à l'intérieur de ma reconversion, tu vois, parce que je vois qu'il y a des choses c'est pas les sujets, c'est pas qu'ils me conviennent pas, parce que je trouve ça vraiment chouette, mais je vois que je suis pas encore à mon endroit. Je suis pas à l'endroit où j'apporte vraiment de la valeur, et donc je me cherche encore. Mhm. Et en plus, bon, différents sujets ont fait que là, ce que j'expliquais, enfin, ce que je t'expliquais tout à l'heure avant, là où on est quoi là? En décembre, mon papa ayant été très 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 malade, enfin, échappé à la l'AVC encore une fois, on ne sait pas comment. Et moi, ayant passé mon temps à travailler et à essayer de développer la boîte et à passer tous mes week-ends à bosser, parce que de toute façon, j'ai toujours été comme ça, mais là, c'était encore pire que d'habitude, quoi. Choc en me disant, mais attends, tu peux pas faire ça. Enfin, mon père est malade, ça fait 6 mois que je l'ai pas vu, et donc je me dis, attends, tu dois reposer les. Oh, ben, je vais pas y arriver. Positionner les Ouais, priorités, c'est ouais, ça? c'est ça. Ouais. Et en plus, je ne suis pas cette personne-là qui. J'adore bosser, mais je ne suis pas la personne qui va faire passer le travail avant les gens. Et Ouais. surtout, c'est contraire à ce que je pense, c'est contraire à ce que je dis en plus. Donc, je suis arrivée moi-même dans un état de contradiction qui est juste pas acceptable, tu vois, intellectuellement. Donc c'est ce qui fait que on en a parlé avec Pascal et que j'ai décidé, moi, comme je disais, de quitter mon entreprise. Je reste associée, mais je vais développer un chemin en parallèle parce que je vois que je pars sur quelque chose d'autre. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je ne sais pas encore ce que c'est, en tout cas précisément, mais c'est sur le fit professionnel parce qu'évidemment, moi, comme je me suis toujours demandé pourquoi j'étais faite, si c'est professionnellement, même humainement, hein, des fois, clairement. C'est mon gros, gros sujet de réussir à aligner vraiment qui je suis, mes compétences, mes valeurs, mes besoins, et en face, le métier, le travail, l'entreprise, etc. Donc ça, c'est déjà le sujet qu'on avait avec Pascal, mais que je veux vraiment approfondir. Ok. Et il y a un truc aussi que je découvre de plus en plus grâce à LinkedIn, c'est le bon sens relationnel que moi je veux mettre en avant parce qu'il y a des trucs complètement fous que j'observe, que j'avais déjà observé. Bah, tu vois, la prof, elle a le bon sens relationnel, comment te dire qu'elle avait moins 50. Tu vois, si tu mets des notes, je pense que même moins 50, je suis sympa. Elle n'y est même pas. Mais le côté, tu vois, je postais encore un truc hier où je disais, bah, quand quelqu'un va pas bien au bureau, que tu le vois, au bureau, enfin là où tu travailles, n'importe,
même dans la vie privée. Si quelqu'un que tu connais, tu le vois avec une tête qui n'est pas celle de d'habitude, que tu observes quelque chose qui ne va pas, la moindre des choses, c'est de lui dire ça va, tu vois, de dire ça va, mais pas être intrusif, mais de au moins faire ça, tu vois. Et donc, il y a quand même un endroit en entreprise, notamment, parce qu'il y a quand même, il y en a plein des problèmes en entreprise aujourd'hui, et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait du burn-out. Euh, on s'intéresse même pas à l'autre. C'est-à-dire que tu vois tous les matins ton collègue venir s'asseoir à côté de toi, et je ne mets pas ça sur les managers parce que ça peut être les managers, mais je veux dire, si déjà toi, en tant qu'humain et en tant que collègue, tu sais pas voir que ton voisin, il a l'air de pas aller bien, et au lieu de mettre la tête dans ton ordi ou autre parce que tu dis, merde, si je commence à lui poser une question que ça va pas, je suis foutu. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que si t'es moi, c'est ma position, hein, attention. Je vais essayer de pas être trop ferme parce que là, je vais sortir. On va voir que je suis en colère alors que c'est pas ça. Mais si tu sais pas faire ça, mais ne viens pas, travaille pas avec les gens. Tu vois, moi, je sais que, par exemple, j'ai un problème pour collaborer, pas pour m'intéresser aux autres, mais pour collaborer, parce que répartir les tâches, c'est pas là où je suis la meilleure. Parce que j'aime bien aller vite et j'aime bien ne pas être contrainte moi, quand je travaille. C'est aussi pour ça que finalement, l'association, j'en sors et que je vais certainement faire une entreprise toute seule. Parce que je vois bien que je peux être, moi, des fois, même professionnellement, quelqu'un que j'ai pas envie d'être parce que le fait de devoir attendre que l'autre ait fini, etc., c'est un endroit d'impatience que je gère très, très mal, on va dire. Ça fabrique de la contrainte pour toi, Voilà, c'est de la contrainte, mais j'ai pas envie que ça devienne une contrainte pour l'autre. Je veux dire, c'est ma façon de m'organiser. L'autre n'est pas obligé de subir le fait que moi, en fait, j'ai envie d'aller vite, j'ai envie de travailler toute seule, etc. On apprend plein de choses des personnes et j'ai appris plein de choses, mais je vois bien que dans mon mode d'organisation, ça me crée de la frustration. Donc au moins, je suis lucide avec moi-même et je me dis, au lieu de faire subir à l'autre ma façon de travailler, pour l'instant, je vais recaler le truc et je verrai bien après, tu vois, parce que là, je vois bien que c'est devenu un endroit où ça devient difficile pour moi et difficile pour l'autre aussi. C'est là où il faut de la lucidité, tu vois. Ça peut devenir conflictuel à un endroit où en fait ton intention c'est d'aller vite, de faire, d'avancer, Ah, et voilà, et que cette intention-là, elle vient du coup se heurter à votre ouais. collaboration et que ça Mm. peut être des choses dont vous n'avez pas forcément envie l'un et l'autre. Bah, on n'a pas envie de conflit, mais ça peut arriver. C'est pour ça que faut pas condamner les gens en général pour dire oh là là, t'es conflictuel, t'es machin truc. Ben non, en fait, et c'est vraiment ça le sujet, et c'est ce que je veux creuser. C'est déjà si on voit nous-mêmes quand on va pas bien, on sait que potentiellement, enfin, je souhaite à des gens d'aller toujours bien. C'est pas toujours mon cas, moi. Mais il faut avoir cette lucidité-là parce que. Deux Pardon. secondes. Ce truc-là de je souhaite aux gens d'aller toujours bien, c'est un espèce de, pour le coup, sur LinkedIn et dans tous les posts, et je pense que tu le partageras, je pense que j'ai une sensibilité relativement proche de la tienne. Il y a une espèce de mythe de quand j'aurai fait ça, j'irai bien et tout ira bien, et on a l'impression que ça apporte une stabilité intérieure. Et, Mm. et oui, quand on aura fait ça, on ira bien et on sera Ouais. satisfait, mais ça va durer une heure, un jour, peut-être une semaine. Mais Ouais. ensuite, il y a plein de choses dans l'environnement qui font que de toute façon, on va être aspiré dans une autre question, dans un autre chemin, et qu'on va repartir Mm. dans un mode émotionnel qui est, alors selon les personnes, plus ou moins intense, mais de Ouais. toute façon, la stabilité et la béatitude n'existent pas. Voilà. Non, non. Ouais. Et puis en plus, si tu as un caractère à ne jamais être satisfait, ta satisfaction, elle dure 30 secondes parce qu'en fait, tu es plus content d'aller vers le challenge. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'on fait les profils de personnalité. Moi, j'ai un profil plus entrepreneur, du style nouveau défi, nouveau challenge, plan. J'y vais. Bon, j'y vais, mais alors, comme ça, tu vois, en mode focus, c'est très Ouais. bien. Mais alors, dès que ça y est, c'est gagné. C'est pour ça que Sciences Po, au final, tu vois, tu me demandais, bah, une fois que je l'ai eu, bah, je me suis limite, j'en voulais plus, quoi. Parce que, C'est ça. Dans le fond, c'est toi là où tu es bien, c'est quand tu es en train de faire le chemin. C'est pas ouais. d'arriver qui est important pour toi, c'est d'être en train de faire le chemin qui te permet d'être bien. Bah, j'aime bien quand même réussir. Arriver. Tu vois, on va pas se le cacher. Parce que j'ai un peu cet esprit-là. Parce que ça, c'est un vrai sujet, tu vois. Par exemple, dire, ouais, les gens qui sont compétitifs, ils sont moches au fond parce qu'en fait, ils veulent écraser les autres. Ah non. En fait, je pense sincèrement que c'est pas parce que tu as envie d'être premier que tu as envie de flinguer les gens d'à côté, tu vois. Et puis premier ou deuxième machin, c'est juste que tu as une satisfaction, que comme tu t'es fixé un objectif, tu te dis, bah, écoute, je prends premier exprès parce que je le cache pas, moi à l'école, j'aimais bien avoir des très très bonnes notes, tu vois. Et même pour rigoler, le seul cauchemar que je fais aujourd'hui, enfin, c'est complètement fou, tu vois. Je pense que tu vas te marrer, mais bah, je rêve que j'ai des contrôles et que j'ai pas révisé. Tu vois, et à la
je fais encore ça, je raconte ça à mon mari, il dit, c'est pas vrai. Mm. Si, j'ai encore fait un cauchemar, il dit, t'avais encore pas révisé ton contrôle? Je dis, oui. Donc voilà, je suis comme ça, tu vois, enfin, la volonté de bien faire, parce que aussi j'ai été éduquée comme ça, clairement, hein, de toute façon, donc ça fait partie de moi. Mais pour te rejoindre, là, le fait d'être satisfait, en fait, le challenge est satisfaisant parce qu'on est fier de soi d'avoir accompli un truc, mais il y a une quête qui s'arrête jamais parce que tu as accompli ça, blam, tu vas accomplir un autre truc. Et c'est là où, par contre, il faut être super, je pense, lucide avec ça. C'est que on le retrouve évidemment chez les sportifs de haut niveau, chez les entrepreneurs, ils ont tous ce truc-là. Sauf que quand enfin, tu peux pas lutter contre ton naturel. Ça, faut arrêter de penser que tu peux être une personne différente. C'est faux. C'est Mm. faux. Tu peux composer avec. Et surtout, moi, je pense, par rapport au burn-out ou aux autres choses, c'est que tu peux te mettre en alerte en disant, oula, je suis encore en train de repartir dans un endroit où, et c'est aussi pour ça que moi, je quitte ma société. C'est que je sais très bien que je suis allée dans un endroit où j'ai encore tout donné et je rejoins parce que je pense qu'à un moment tu voudras me le demander, mais mon mari, je remercie et je l'avais dit déjà dans un de tes posts, Oui. de me soutenir autant parce que s'il n'avait pas été là et qu'il m'avait pas soutenu et qu'il n'avait pas accepté que finalement des fois le soir au lieu d'être avec son fils, son petit et lui, je sois en train de travailler sur mon ordi. S'il m'avait fait des réflexions, etc., ça aurait été hyper compliqué. Je suis pas fière d'être comme ça, clairement. Je suis fière d'être dans l'absolu quelqu'un qui bosse beaucoup parce que je lâche jamais rien. Tu vois, je suis pugnace, pitbull, on m'appelait avant, tout ça. Mais par contre, je suis pas fière et c'est pour ça que je te dis le fait que mon père soit malade, ça m'a arrêté net et je me suis dit ouais, ça y est, je suis allée dans un endroit où je dois pas aller. Je suis encore allée, tu vois, parce que c'est ce qui s'est passé après EM, c'est plein de choses. Et je pense aux profils qui sont comme ça et qui pour certains vont dans la spiritualité après, c'est parce qu'ils voient bien qu'il y a un truc qui manque. En fait, ils ont cette capacité, je pense, à être très focus. Je repense en plus au podcast que tu as fait et que j'ai regardé, tu vois, on le retrouve ça. Ils sont focus, mais il y a toujours un moment, ça les arrête. Le corps les arrête souvent, en fait. Le corps ou des choses qui arrivent à leurs proches et qui leur disent, Tch, là, regarde, arrête, mais pause. Parce que ils savent pas arrêter, hein. Ils savent pas faire arrêter le temps pour regarder ce qui est en train de se passer. Enfin, je sais pas comment tu le vois, mais Oui, oui, alors c'est une discussion de fond pour moi que j'ai eue pour moi et que j'ai en ce moment avec mon fils. Euh, c'est le cerveau et la pensée n'a pas de limite. Le corps en a une et que bien sûr, on peut considérer que la pensée, ça va être ce qui va te driver, sauf que si tu prends pas en considération ton incarnation, c'est-à-dire la façon dont tu habites ton corps, la façon dont tu habites ton espace, le temps, les relations, il y a un moment où ça explose ouais. parce qu'on peut pas, on n'a pas la capacité physique de suivre nos pensées à ce niveau-là Ouais. dans l'incarnation telle qu'on est aujourd'hui, Hmm. être humain. Mais Ouais. voilà. Et Bah, c'est le et corps, c'est effectivement ouais, pardon. tu fais référence effectivement à l'épisode avec Mehmet Gull où Hmm. effectivement Ouais. voilà, il a un chemin qui est similaire à celui que tu décris, c'est-à-dire il a une Hmm. carrière où il pensait que c'était l'autoroute Ouais. et qu'il allait grimper et il s'est pris le mur voilà, avec tout en même temps, le corps qui lâche, sa boîte qui lâche, enfin Ouais. voilà. Ah, mais son ulcère, déjà, c'est un signe. En fait, on veut pas forcément. Enfin, le signe que le corps, déjà, déjà l'ulcère, on sait, hein, tu es en train de te ronger de l'intérieur. Hein, donc, c'est un truc tellement violent. Et en plus, sa boîte qui lui dit OK, tu sors. Et en même temps, c'est la meilleure chose, je pense, qui. Maintenant, évidemment, on se le dit une fois que c'est passé. Hein, Oui, c'est mais après coup, c'est une fois que tu as reconstruit, tu dis ah, c'était bien que voilà. ça. Mais oui, parce qu'en fait, mais malheureusement, encore une fois, ce profil-là je te dis, moi, celui qu'on appelle entrepreneur, nous, dans la méthode, c'est celui qui, de toute façon, il va vouloir toujours en faire plus. Et naturellement, c'est quelqu'un qui a pas un boulot de malade, quelqu'un qui bosse énormément parce que c'est son super pouvoir. Mais en fait, c'est une calamité quand tu compenses pas. Et si tu regardes bien, et puis ça, c'est ton sujet, c'est comment ils surinvestissent la sphère professionnelle et la sphère privée derrière, elle n'est pas là parce que, et moi j'en fais un peu partie, je suis mariée maintenant et tout ça. Ça a été, je remercie encore une fois mon mari d'être patient. Parce que ce mariage est récent en plus, hein, ça fait que 2 ans qu'on est mariés et j'aurais jamais cru
me marier un jour parce que, bon, c'était mon rêve de petite fille avec président de la République, tu vois. Il y en a au moins un que j'ai réussi. Mais parce qu'il faut réussir à vivre avec des gens, je pense, alors je vais dire comme nous, mais en tout cas des personnes qui le font pas exprès, mais qui sont obsédées par leur travail, quoi. Mm. C'est infernal pour les autres, en fait. Faut être sacrément intelligent pour accepter un truc pareil, savoir dire, écoute, je t'aide et en même temps, essaye de passer du temps avec nous. Et je le fais aussi, clairement, hein. Bon, lui, c'est quelqu'un qui bosse aussi énormément, donc il peut comprendre ça, mais je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Donc moi, je mesure ma chance. Et c'est aussi parce que pour l'instant, il me soutient aussi à plein de niveaux, et notamment financièrement, parce on a dû changer plein de choses dans la boîte avec Pascal. Je me dis, mais attends, là, j'ai besoin de refocaliser, de reprendre du temps aussi pour mon mari, pour son enfant, parce qu'il est toujours en train de me dire, alors, parce qu'il m'appelle Dédé, il me dit, Dédé, tu travailles encore? Et il me fait, alors il est admiratif, et en même temps, j'ai pas envie qu'il ait ce modèle-là, de Dédé qui est toujours en train de bosser et qui vit pas, parce qu'il dit, Dédé, il faudrait que tu te reposes quand même. Tu vois, le gamin de 12 ans qui te sort, t'as l'air fatigué, il faudrait que tu te reposes. Alors, tu prends une claque, tu fais, OK. Enfin, écoute la sagesse quand même de cet enfant. Non, mais sérieusement, tu vois, en disant, tu Ouais. peux pas. Et puis, de toute façon, le travail. Moi, je sais même pas. Je pense que les gens que tu accompagnes aussi sont comme ça. Le truc, c'est qu'ils culpabilisent, ils bossent pas, en fait. Donc, tu culpabilises parce que t'es pas avec ta famille et tu culpabilises parce que tu bosses pas, parce que si tu bosses pas, il n'y a pas les sous qui rentrent. Donc, tu culpabilises de tous les côtés et donc tu deviens fou, quoi. Tu vois? Et c'est pour ça que moi, je suis très aujourd'hui focalisée sur ce fameux fit professionnel, le fait de vraiment se dire, OK, bah, t'es comme ça, va dans un environnement qui correspond, mais en même temps, sois très lucide sur tous les effets de bord que ça va créer, et surtout ton mécanisme récurrent, parce que ton corps, il va revenir te chercher à un moment, ton mental, il va arrêter aussi de fonctionner, etc. Et c'est pour ça que je suis admirative de tous les... Parce que comme je suis un peu plus vieille, je vais le dire comme ça fait vraiment la vieille, mais des jeunes entrepreneurs qui sont très alertes, je trouve, sur leur hygiène mentale, leur santé mentale, etc., qui disent, OK, moi je fais ça, mais en même temps je vais faire du sport et tout. Je dis, mais ils sont forts les mecs, quoi, parce que j'arrive même pas à le faire moi, tu vois. Et à leur âge, en ayant des responsabilités, parce il y en a, on en voit quand même pas mal, il y aura certainement d'autres endroits où ils ont des défis, mais je suis admirative de cette lucidité, tu vois, de cette réflexivité même, de leur façon de travailler, mais surtout de leurs valeurs et de leurs besoins, tu vois, au quotidien. Enfin, ça, moi, je trouve ça, je leur dis bravo parce que je sais pas le faire. Je sais pas bien le faire. Euh, tu racontais donc tout ton parcours Mm, depuis Sciences Po et ta période de salariat et donc mm, en fond, ta reconversion récente à l'entrepreneuriat. ouais. Toutes tes relations amicales et familiales, ça a évolué comment ben, voilà, pendant ces périodes, voilà, pendant cette période études et salariat, est-ce qu'il y a eu un changement quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Bah, écoute, en fait, quand j'ai, je rigole parce que en fait, quand j'ai fait Sciences Po et qu'après j'ai dit bon, je vais faire ça, mais en fait après j'ai dit j'arrête. Mon père, il en pouvait plus. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit mais c'est dommage. Je comprenais pas parce que c'est quelqu'un qui a fait pas une école d'ingé et qui a fait toujours le même travail toute sa vie, sauf à un moment où la boîte a fermé parce qu'il y a eu des trucs moches. Et il a dû développer un cabinet d'expertise sur la base de son activité, mais il est devenu indépendant, tu vois. Et il a été contraint de devenir entrepreneur. Mais on l'a pas vécu comme ça parce que c'est pas le mot entrepreneur. Nous, c'était, bah, il est expert dans son sujet. Donc voilà, c'est pas, papa était pas entrepreneur, c'est papa, il dirigeait un cabinet de conseil, tu vois. Dans la mentalité, les mots, du coup, étaient pas là, tu vois. Mais alors, par contre, mon père, après avoir fait Sciences Po, je lui ai dit, bon, je vais arrêter, je vais partir dans l'informatique et tout. Et il me voyait finir sous les ponts. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il était désespéré parce qu'il me voyait, parce que j'ai toujours été comme ça, de toute façon, hein, je pense que tu le vois aussi dans ma façon de parler. Je sais pas tenir à un endroit, donc j'ai besoin d'évoluer. Ouais. Il y a Marc Et les autres, là? on me dit, Marc, c'est quelqu'un avec qui j'interagis beaucoup maintenant sur LinkedIn et qui est devenu un ami. Il me dit, t'as la pensée qui rebondit sur les murs.
sur les murs. Toi, quand tu parles, ça part dans tous les sens. Ting, 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 ting. Et on me l'a dit plein de fois. Je fais, ah, bon, écoute, je sais pas, j'espère que c'est pas trop pénible pour les autres, quoi. J'essaye en tout cas, de sourire parce que c'est peut-être un peu pénible à écouter. Je le fais pas exprès. Mais pourquoi j'ai dit ça? Oui, parce que, en fait, mon père était désespéré et en même temps pas très étonné. Parce que j'ai un grand frère qui est quelqu'un de très sage, qui fait les trucs comme ça, et moi je pars toujours dans tous les sens. Ça a toujours été, et ça a été dramatique d'ailleurs, parce que ayant un frère qui rentre dans le moule à mort, enfin, et moi qui pars dans tous les sens, je passais toujours par le vieux petit canard, l'énergumène de service. Même il m'a dit il y a quelque temps, à un moment, il me dit, de toute façon, Delphine a toujours été un énergumène. Je ah, super. Je me sens vachement valorisée, tu vois. Bonne étiquette. Non, Ouais. mais c'est parce que je rentrais pas dans sa conception de... Déjà, clairement, aujourd'hui, il pourrait pas suivre tout ce qui se passe dans le monde du travail parce que c'est inconcevable pour lui, tu vois. Il y a même des choses... mais voilà, donc comment il l'a vécu? Bah, il a rien compris. Il était très inquiet parce que c'est quelqu'un d'anxieux. Jusqu'au moment où, en fait, quand j'ai eu mon job auprès du patron, enfin du vice-président d'IBM, là, ça y est, sa fille, elle a réussi, donc il est content. En fait, il a l'impression qu'elle a réussi, ce qui est pas faux, mais c'était pas suffisant. Et donc, quand je suis encore partie après, il me dit, oh, Delphine, on s'inquiète. Tu sais, mon père, il me disait, Delphine, on s'inquiète. Je dis, mais il faut pas, tu sais. Bon, j'en savais rien, je savais pas ce que j'allais faire, mais j'ai dit, mais ne t'inquiète pas. De toute façon, même si je dois bosser derrière sur un truc qui a rien à voir, ça me pose aucun problème. Je veux dire, j'ai toujours bossé, même en étant étudiante, parce que comme j'ai dit, je fais que travailler, donc bah, j'allais travailler l'été parce que je sais pas prendre de vacances et que ça m'intéressait pas. Et donc, ça rejoint la question, et tes amis, bah, j'en avais pas. Tu vois, pas trop d'amis parce que déjà j'étais très famille, ma famille de Toulouse, on a une grande grande famille, donc je passais toutes mes vacances quand j'en avais et quand j'en prenais avec ma famille. Donc moi j'avais vraiment ce truc-là et donc j'ai toujours surinvesti aussi ma famille par rapport à mes amis. En plus j'ai des relations amicales qui étaient pas très cool, souvent des déceptions, des trahisons, donc ça m'a calmée. Je me suis dit, bon, putain, je vais aller vers la valeur sûre de la famille, c'est quand même vachement bien. Et même si des fois, ça se passe pas si bien que ça, évidemment. Mais voilà, donc ça, au niveau du réseau, c'était ça. Et de toute façon, même quand je me suis cherchée, quand je suis partie dans le sud, mon père était clairement, clairement très inquiet. Parce qu'il comprenait pas pourquoi j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me convienne et encore une fois, pourquoi j'avais fait Sciences Po et que je faisais rien en rapport avec mes études, tu vois. Mais genre vraiment incompréhension totale. Mais par contre, il m'a soutenu, enfin ma mère aussi, hein, mais quand je dis, c'est parce que ma mère, elle me laisse faire, elle sait comment je suis, de toute façon. Donc elle rigole, ça la fait sourire, puis elle aime bien ce côté un peu libre, si tu vois, elle est vraiment comme ça. Mon père plus inquiet, et puis après, quand on a créé la société, etc., satisfait, il surveillait de loin, mais il était content, etc. Donc, en fait, j'ai quand même eu des gens qui m'ont soutenu et je te dis, et encore une fois, mon mari qui est incroyable, hein, et patient, parce qu'il y a des moments, je suis pas forcément hyper en forme, tu vois. Tu l'as Mais rencontré à quel moment, ton mari? alors, je l'ai rencontré grâce à Pascal, grâce à Ouais. mon associé, et c'est aussi, je pense, grâce à lui que j'ai réussi à sauter le pas parce que étant très indépendante, avec une petite version pénible, hein, clairement, je dois être ascendante pénible, tu vois, quelque part. C'était pas évident, c'était pas évident, alors que moi, c'était vraiment mon projet de vie, hein, c'était celui-là, tu vois. Mon projet de vie, c'était me marier, avoir des enfants, parce que je trouvais que c'est apporter quelque chose à l'autre, ça a toujours été mon leitmotiv, et donc vivre pour moi-même, ça m'intéressait pas. Je veux dire, enfin, c'est dit bizarrement, tu vois. Mais en tout cas, ne rien apporter aux autres, ça a pas de sens pour moi. J'ai besoin d'apporter des choses. J'essaye d'en apporter, mais marche pas toujours. Mais c'est un vrai besoin au fond de moi, de contribuer à quelque chose. C'est pour ça que je voulais faire de la politique, etc. Et donc, j'ai rencontré mon mari parce que en fait, c'était quelqu'un que Pascal coachait. Et quand on a lancé une formule, en fait, on a lancé toute une méthode pour accompagner des dirigeants. Je coachais mon mari. Et puis à un moment, je dis, oups, je voyais qu'en fait, c'était quelqu'un qui correspondait à toutes les valeurs que j'ai cherchées, mais que j'ai pas trouvé, en tout cas, tu vois. Et en plus, étant proche des animaux, enfin, c'est pas ça qui a fait que, hein, mais c'était une énième valeur qui était très, très importante pour moi. Et ayant plein d'animaux à faire peur à certaines personnes, tu vois.
Mon mari étant veto, tu vois, et adorant les animaux et ayant la même passion pour les animaux, enfin, c'était quand même un endroit où on se retrouvait et je me suis dit, ah, il va pas me prendre pour une folle avec mes animaux, c'est chouette quand même. Ouais, Et c'était bon, facile d'abord de se projeter ensemble sur ah ce oui, oui, sujet. oui. Alors, je sais pas s'il ne regrette pas parce que finalement, il est passé de deux chats, un chien à deux chiens, six chats, deux ânes, des chèvres et des poules et des canards. Enfin, il avait déjà les poules, mais bon, bref. Et, non, il est content, je crois. Enfin, je crois qu'il est content, faudrait lui demander, mais alors, voilà. Donc, je l'ai rencontré comme ça et ça a été, je pense, alors là, c'est sûr même que ça a été la collaboration avec Pascal et le fait d'apprendre aussi à vivre professionnellement tous les jours avec une personne. Je n'ai pas précisé, mais on a tout fait à distance avec Pascal. Il est à Marseille, moi j'étais à Toulouse et maintenant je suis dans le Nord, donc on a travaillé constamment à distance, hein. Ok. On se voyait quand même de temps en temps, mais on ne s'est pas vu beaucoup, beaucoup de fois, donc ça fonctionnait. Et donc, c'est cette préparation au vivre ensemble professionnel, parce que finalement, quand tu es associé, bah, de toute façon, tu connais la personne par cœur, tu sais tout d'elle, etc. Tu vois, des fois un peu trop, parce que finalement, ça déborde. Mm. Mais et ça a préparé, moi, ça m'a préparé à me dire, tiens, ça peut fonctionner finalement, cette relation de proximité où tu as le droit d'être comme tu es, et en fait, on va un petit peu râler, mais en même temps, on va pas te le reprocher. Parce que mon sujet de fond, c'était toujours la peur de décevoir, la peur de pas être la bonne personne pour l'autre, la peur de montrer qui j'étais, parce que j'ai peur que les gens soient déçus, tu vois. Donc, et c'est pour ça qu'aussi j'avais freiné quand tu m'avais demandé pour le podcast, j'avais peur de pas être à la hauteur de l'exercice, tu vois, parce que j'ai cette peur profonde en fait de décevoir les gens, qu'ils me disent, mais en fait, elle est bête ou c'est pas intéressant ce qu'elle dit, etc. Enfin bon, bref, hein, ça reste quand même un gros sujet. Et donc il me fallait cet endroit de confiance pour me dire, j'avais des relations, hein, j'ai eu des relations longues et tout, mais de vraie confiance pour dire, voilà, c'est ma zone de sécurité. Et mon mari m'a clairement donné ça. En plus, on s'est mariés vite, hein, on s'est rencontrés. Ça, c'est pour la belle histoire, parce que j'en ai une. Alors, du coup, je la raconte. En fait, on a commencé à travailler ensemble en avril, le 7 avril 2020, parce que j'ai gardé la date, parce que j'aime bien les dates, moi. Euh, donc on a fait le coaching. Je suis venue voir la première fois en plein confinement. Donc, il y avait pas j'ai pris l'avion de Toulouse et je te dis pas, il y avait personne à l'aéroport. C'est l'angoisse. Je croyais que j'étais dans un film d'horreur. C'était horrible. Enfin, elle était horrible cette situation. Évidemment, c'était l'enfer, ce qui s'est passé. Je vois mi-juin et en fait, on décide que fin juin, je vais habiter chez lui. Et je monte avec ma petite Fiat et tous mes animaux dans ma voiture. Tu vois, parce que j'en ai plein. Avec mes affaires et tout, j'avais plus d'animaux que d'affaires dans ma voiture. Et en fait, il me demande en mariage fin juillet et on se marie au mois d'octobre 2020. D'accord. Voilà, on a fait ça vite fait. En plus, on n'était pas des pros de comment ça s'organise un mariage parce qu'on va voir la dame pour les balles. On dit, Madame, on dirait ça. Ben, c'est quand? C'est dans un mois. Bah, c'est pas possible. Quoi? Tu sais, mais quoi? On peut pas avoir les bacs tout de suite? Bah non, il faut les. Oh, tu sais, nous, en plus, on est vraiment comme ça, tu vois, genre impatient et tout. Donc, c'était chouette. Ça a été. Ça s'est précipité, si tu veux. Donc, c'était vraiment bien. Je remercie, bah, finalement, alors, j'allais dire, je remercie le Covid, c'est pas le bon terme, parce que malheureusement, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que, et je pense pour plein de gens, quand ça a repositionné les valeurs et les besoins des personnes. Tu vois, elles se sont. Et dans la douleur, hein, faut pas le cacher. Tu vois, je le dis comme ça, mais en fait, ça a été l'enfer, ce truc. Mais en même temps, on s'est tous confrontés à ce qui était vraiment, vraiment essentiel pour nous. Et c'est triste qu'on soit obligé d'en arriver là, tu vois, d'arriver dans un endroit où c'est tellement. Parce que je sais même pas dire tout ce qui s'est passé. Et bon, il y en a qui contestent ça. Moi, je suis pas du tout dans le sujet. Je m'en fous complètement. Mais en tout cas, il y a quand même des gens qui sont morts. Il y a quand même des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui sont malades. Et en fait, ce rapport à la fragilité de la vie, il a calmé tout le monde. Et tout le monde s'est dit, OK, je vais regarder d'abord moi ce qui est en train de se passer chez moi. Je vais voir ce qui compte pour moi parce que de toute façon, là, je me suis oubliée dans mon travail, dans mes relations avec les gens, etc. Parce que ça peut être ça aussi. Et moi, je parle de mon travail, mais, La roue tu du vois, hamster, oui, oui, mais c'est ça. on C'est passe à ça. penser et là, tout était arrêté, donc on s'est tous Voilà. retrouvés. Oui, oui. Ah, Ouais, et puis, ouais, en plus, quand tu vois les personnes qui disparaissent, qui meurent
dans des circonstances mais dramatiques et tout ça, tu dis, OK, je pense vraiment qu'il y a eu un shift et alors, c'est encore une fois affreux que ça soit passé dans des conditions pareilles. Et en même temps, il y a un vrai changement et il faut savoir le prendre. Il y a plein de gens. Encore une fois, je vais citer quelqu'un. Il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, je l'aime bien. Oussama Hamar, qui était quelqu'un de connu, enfin, qui lui-même m'a parlé de son burn-out et qui a dit qu'en fait, il n'avait pas compris qu'il était dans ce truc-là jusqu'au moment, en fait, il y a eu le Covid et il n'était plus dans le système de The Family où il donnait toute sa vie à son travail. Et on le voit changer aujourd'hui. Je ne le connais pas personnellement, hein, mais ce que je suis, je me dis, mais, enfin, il l'a observé, tout le monde le dit. Tout le monde dit que ça a eu un changement et qu'il y a eu des choses qui se sont passées et qu'on a pris conscience de ce qui était important. Et je pense que c'est ce qui fait aussi aujourd'hui que ça se passe comme ça en entreprise. Parce que quand tu as vécu des choses comme ça, et on l'a vécu tous, ça s'est imposé à nous de la même manière, tu peux pas accepter que quelqu'un te maltraite au travail, tu peux pas accepter que y ait quelqu'un qui te manque de respect pour diverses raisons, et il n'y a pas que ça. Mais tu peux pas non plus te dire, bah, c'est pas grave, je souffre, mais ça va aller mieux demain, parce qu'en fait, t'en sais rien si demain ça va aller mieux au final, hein, parce que tu as vu que ton temps, ta relation en temps, elle a complètement changé, tu vois. Et donc, c'est aussi ça qui fait que moi, il y a un côté où je me dis, bah, tiens, je voulais faire de la politique, mais je me dis que recréer un endroit, alors on dit bien-être au travail, il y en a qui disent, ouais, c'est pas le bon terme, etc. Parce que il y en a qui disent que c'est les bisounours, il y en a d'autres qui disent, c'est pas le bon terme. Oui, parce que c'est pas le travail qui va te sauver. Mais par contre, l'endroit où on doit, enfin, quand je dis c'est pas le travail qui va te sauver, c'est que c'est une occupation, c'est une activité, et en plus, bah, selon ton profil, oui, c'est quelque chose d'important pour toi. Mais ce qui va te sauver, c'est Oui, oui, non, si, ah le ouais. travail, c'est important. Mais c'est la relation à l'autre, hein. C'est comme à l'école. Enfin, tout ça pour moi, c'est les mêmes sujets. C'est-à-dire que il y a des endroits c'est compliqué, hein, mais si on s'intéresse pas à l'autre au travail, si on n'est pas avec l'autre, encore une fois comme on aimerait qu'il soit avec nous, moi c'est ma première exigence, hein. Je fais pas aux gens ce que j'ai pas envie qu'on me fasse, vraiment. Et donc je m'empêche. Des fois, je me vois bien faire un truc, je m'empêche d'y aller parce que je me dis mais c'est pas normal d'être comme ça. Et c'est pour ça que des fois j'ai la pensée qui rebondit sur les murs, clairement. Et donc, on était quand même en train de dire que oui, cette période Covid était terrible, mais que ça vous avait aussi permis à donc ton mari et toi de faire ce choix et de passer des étapes en fait de façon extrêmement rapide, parce que Oui. c'était ça le début de la Ouais, discussion. c'était ça. Mais j'y suis partie ailleurs. Voilà. Mais c'est, tu vois, le chemin aussi de ces réflexions, il est extrêmement intéressant parce que je suis d'accord avec toi, tout ça est lié et imbriqué. Euh, Est-ce qu'il y a des moments, effectivement, le moment où tu as quitté le salariat, où tu t'es lancé avec Pascal et où malgré l'association avec Pascal, tu as ressenti des moments de solitude dans cette phase de l'entrepreneuriat et de... Ah oui, oui. Euh, alors, solitude. En tout cas, j'ai ressenti des moments de difficulté. Alors, je sais pas si c'est de la solitude, parce que en plus, j'ai évidemment travaillé tes podcasts d'avant, parce que je me suis dit, bon, alors, on va me poser quoi comme question? Et comme je voulais pas arriver au contrôle comme dans les cauchemars où j'avais pas révisé, comment te dire? Et je me suis dit, mince, la question de la solitude, c'est compliqué pour moi, parce que... Alors, effectivement, vas-y, je pense vas-y. que tu fais référence à l'entretien que j'ai eu avec Benoît Dubos et qui dit, oui, j'ai eu Ouais. des moments où je me suis sentie seule, mais c'était de la solitude et pas de l'isolement. Et c'est Hmm. pas différent. Ouais, et je le rejoins là-dessus, parce que déjà, j'étais pas seule, déjà physiquement parlant, j'étais pas seule professionnellement parlant, parce que j'avais aussi Pascal, mais il y avait un endroit où je me perdais. En fait, je pense que cet endroit de solitude-là, c'est plus un endroit d'incompréhension et de perte de sens, parce que j'ai fait aussi beaucoup de choses pour les idées de Pascal, entre guillemets. Qui me correspondait à un moment, mais qui me correspondait plus après. Et c'est là où je me suis sentie seule. Et en même temps, cette solitude, elle venait bah, du fameux truc où, comme j'ai la pensée qui rebondit sur les murs, hein, on va prendre cette expression parce que ça me fait rire. Euh, C'est l'expression de Marc Baudry. Baudit. Ouais, ouais, ouais. Marc, bah, il me fait rire, hein. Il me fait rire parce que quand il m'a dit ça, parce que quand je lui fais des vocaux, il se marre tout seul, en fait. Il me dit, mais c'est incroyable. Je dis, bah ouais, bah, heureusement que la pièce est pas trop grande et que ça rebondit et qu'à un moment, la balle, je la retrouve, si tu veux, parce que sinon, on est foutu dans la conversation. Bon, ça, c'est pour la blague, mais comme tu le comprends, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui me pose plein de questions sur tout.
Mhm. et qui est toujours en train de se dire, attends, est-ce que je suis en train d'utiliser le bon chemin? Est-ce que je suis est-ce que je suis en train de, est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Parce que ça reste un vrai sujet pour moi parce que j'ai vraiment, enfin, c'est terrible de le dire comme ça. Enfin, ça n'a pas de sens, mais c'est ça qui va être le plus important dans ma vie. C'est de me dire, est-ce que je me respecte et est-ce que je me dis que en tant qu'humaine, quand même, je fais bien mon travail. Je sais qu'il y a des moments, je suis pas la meilleure humaine du monde, c'est-à-dire que je vais avoir des moments de colère où je vais, et là, clairement, avec Pascal, il y a des moments, il y a des petits moments de conflit, même des gros. Ça n'a rien de personnel, c'est plus professionnel parce que c'est des trucs où de toute façon, on se comprend pas. Donc, au bout d'un moment, l'incompréhension fait que ça prend des proportions. Mais ce truc de solitude, c'est vraiment ça. Je sais très bien que des fois, je réagis bizarrement, ou alors je réagis d'une certaine manière, et donc ma solitude, elle vient du fait que je ne sais pas si c'est normal de réagir comme ça, Mhm. si c'est approprié, tu vois, tout ce truc-là, justement parce que j'ai toujours peur de me faire rejeter, etc. Et c'est vraiment pour ça, par exemple, que moi, je suis l'analyse de personnalité qu'on a faite, je suis ma première cliente et je me régale avec parce que enfin, elle me permet déjà d'observer comment je suis, de voir mes fonctionnements naturels, et donc de mettre ça au service de situations, mais en même temps de dire, attends, ton naturel, là, dans cette situation-là, il peut pas marcher, c'est pas possible. Ça ne peut pas, ça peut pas marcher. Par exemple, mon côté, j'aime bien être indépendante et me débrouiller tout seul et pas avoir demandé aux autres. Je le fais aussi dans mon perso des fois, et je vois bien qu'avec mon mari, c'est pas sympa parce que je ne lui laisse pas sa place. Et je le fais pas contre lui. Je le fais pour gagner du temps parce que, en fait, j'ai besoin d'aller vite Mhm. et que je perds de l'énergie si j'y mets trop de temps. En fait, c'est ça le truc derrière. Tu vois, c'est que j'ai beaucoup d'énergie. Je suis hyper impulsive. Quand je fais un truc, c'est Ah bah, j'avais l'image du diable de Tasmanie, tu sais, il flingue tout sur son passage, tu vois. C'est un peu ça, moi. Je suis un peu ça. Quand je range, je fais ça, tu vois. Je suis pas, alors je prends ça, je prends ça. Non, je fais toutes les pièces en même temps. Tu vois, vraiment, bref. Déconstruite et en même temps, ça construit quelque chose. Et en fait, bah, je vois bien que ce naturel-là, il peut convenir, mais il peut, encore une fois, s'opposer, sans le faire exprès, au naturel de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que moi, je suis mais passionnée par ce sujet-là, parce que quand tu vois un peu déjà que tu acceptes ton naturel, tu lâches du lest, tu lâches du jugement, même si tu t'en fais quand même. Et surtout, tu lâches du lest aussi sur l'autre. Parce que quand tu vois déjà que toi, tu n'arrives pas à gérer tes trucs, tu te calmes sur la façon de juger, finalement, ou de voir comment se comporte l'autre. Par contre, observer cette différence, c'est ce qui permet de voir les endroits où il peut y avoir de l'interaction. Tu Ce que, vois? ce que tu es en train de dire quand même, c'est que les moments de solitude que tu as ressentis, c'est les moments où tu avais tellement envie d'être en lien avec Pascal et du coup de lui donner satisfaction, Mm, d'apporter des mm. réponses, etc., que ça t'a fait reculer de la relation parce Ouais, que tu es en train de te poser la question de est-ce que je suis en train de faire la bonne chose, d'être au bon endroit, etc. Et que c'est ouais. ces moments-là où tu as tellement envie d'être en lien que tu ressens de la solitude parce que tu te demandes si ce que tu es en train de faire est juste et permet la relation. Ah Et oui, bah alors tu as mis les mots, merci, parce que évidemment, je ne l'ai pas dit comme ça déjà, hein, parce que j'en ai fait des phrases, et en plus, je ne l'ai pas vu comme ça, mais enfin, je ne l'avais pas intégré aussi bien, tu vois. C'est clairement, à chaque fois que je vais dans la solitude, c'est tous les endroits d'échec relationnel que j'ai, vraiment, tu vois. Parce que moi, ça me rend triste de... Je vais essayer de pas être dans l'émotion parce que ça me rend triste de finalement ne pas réussir à collaborer mieux que ça avec Pascal, mais je sais que là, on a besoin de se séparer professionnellement parce que lui, il prend son envol et c'est très bien comme ça parce qu'en plus, il le mérite. Et moi, je l'ai soutenu dès le départ et enfin voilà quoi, tu vois, on n'a pas été ensemble professionnellement pour rien. Et mince, je sais plus finir ma phrase, mais là, vous avez besoin de retrouver chacun ouais, du sens dans ce que vous êtes en train de ouais, faire. Et vous voyez que là, ça passe par, OK, se redéfinir chacun et se mm, remettre au c'est centre de ça. votre réflexion et du coup de vos actions et peut-être de vos entreprises. C'est ça que tu Oui, bah oui, parce qu'il aura une façon de le faire qui est pas la mienne. Et au lieu de dire je suis meilleur, t'es plus nul, etc., il vaut mieux dire bah, écoute, fais-le, c'est pas grave. Ça continue. Moi, je reste associée, mais je vais pas gérer la société, je vais pas diriger, etc. Il y a mon endroit d'incompétence clairement sur plein de trucs. Je suis pas la meilleure gestionnaire du monde, tu vois. C'est pas trop mon truc. Enfin, je déteste l'administratif, ça me fatigue des trucs comme ça me contraint. Tu vois, ça n'est pas intéressant. Et je rêve de trouver quelqu'un qui va me dire que la compta c'est génial et qui va être tellement passionné que moi aussi ça va me passionner. Parce que ça, par contre, c'est possible.
Tu Ouais. vois, donc si quelqu'un entend et il l'est, moi, je prends parce que ça change tout, hein, mais bref. Mais voilà, ce truc de solitude, c'est vraiment un endroit à chaque fois que je me dis, mais je suis nulle en relation, en fait. Alors, évidemment, je me juge durement, hein, clairement, parce que je suis un peu comme ça aussi. Mais je suis pas contente de moi. Je me dis, mais... Et c'est pour ça qu'aussi, peut-être que cette séparation professionnelle, elle aurait dû avoir lieu avant, je pense. Et pas parce qu'il fallait absolument que je m'en aille ou que lui s'en aille aussi. C'est juste que euh, il faut prendre conscience de ça. Alors là, c'est du professionnel, hein, mais si on voit que qu'on empiète sur l'autre au lieu de l'aider, on n'est pas dans la complémentarité, on est dans une lutte. Alors, il y a toujours des moments où c'est comme ça. Je veux dire, on est humain, hein, faut pas croire, etc. Les animaux, déjà, ils luttent, hein, pour leur place. Alors, je pense qu'on a une part comme ça chez nous. Mais là, ça, fallait l'observer. Et à chaque fois, tu as raison, parce que du coup, je fais le débrief dans ma tête de même mes relations, enfin, ma situation avec mon mari. De temps en temps, quand je vois que le conflit va arriver, c'est pas des gros conflits, mais des trucs où on n'est pas d'accord, hop, je m'isole. Je dis, j'arrête de parler et je prends le temps parce que j'ai déjà pas envie, de vomir ma colère sur lui, tu vois, mais parce que j'appelle ça vomir sa colère, hein. Et j'ai pas envie de. J'y vois pas clair. Je suis prise dans mon émotion. J'en sais rien. C'est en train de se passer. Je sais juste, par contre, qu'il y a un endroit de positionnement qui est pas clair du tout et que je dois laisser remonter pour comprendre ce qui s'est passé. Tu vois? Parce que c'est ça que ça veut dire pour moi. Mais après le reste. Donc oui, non, la solitude, ça va être principalement, comme tu le dis, le constat d'un manquement ou d'un échec relationnel. Enfin, tu vois, d'un petit échec relationnel. C'est clairement ça. Ouais. C'est marrant. Mm. Ah oui, mais c'est les paradoxes. Alors, c'est ce que tu décris avec ton mari, et c'est aussi Hmm. partie des paradoxes, c'est que tu as tellement envie de préserver la relation que tu préfères te retirer pour un temps plutôt que de créer du dégât. Et Ouais. c'est merveilleux. Après, c'est effectivement à discuter entre vous, mais ça peut aussi Hmm. fabriquer chez lui un sentiment de ah bah ok, Le rejet. elle me rejette ou elle Ah ouais. m'abandonne. Ah ouais. Et voilà, c'est des choses. Mais ça fait partie des paradoxes émotionnels et c'est toutes ces questions-là qu'on va Hmm. Eh ben passer. oui. Ouais. Et même enfin, tu vois, en entreprise, c'est là où j'essaye malgré tout, de dire aux gens le bon sens relationnel parce que on peut pas, encore une fois, il y a plein de choses qu'on doit attendre, qu'on doit s'imposer en tant qu'humain, vraiment, parce que j'utilise ce mot-là, je sais pas quoi utiliser, mais euh, dans la façon d'être avec les gens, mais il faut pas faussement être gentil avec les gens pour être gentil, quoi. Enfin, quand on n'a pas la capacité d'être vraiment dans l'écoute et la bienveillance parce qu'on est fatigué soi-même, faut pas jouer un rôle. Mais tout ça, c'est vachement compliqué, hein, parce que, encore une fois, si le contexte familial est dur et qu'en plus au travail c'est dur, on ne peut pas demander aux gens, et je parle collaborateurs, managers, dirigeants, attention, hein, c'est les mêmes, parce que si on pense que les dirigeants de boîte ils sont exempts d'émotions, de tristesse, de doute, de machin. Nous, on a accompagné un moment un dirigeant. Tous les dimanches soirs, il avait mal au ventre, hein. Tous les dimanches soirs, il n'avait pas à dormir parce qu'en fait, il se disait oh là là, je vais peut-être pas être à la hauteur. Il avait beaucoup de salariés. Il voyait bien qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Il voyait bien qu'il y avait une partie où il était même en démission de son poste. Mm. Parce que tout ce qui est management et collaboration, encore une fois, c'est le même profil que le mien, il n'était pas fort et il a essayé plein de choses et en plus, ça ne fonctionnait pas. Donc, on l'aidait, nous, là-dessus. Mais enfin, le constat d'échec personnel, quand tu vois que je parle pour lui, hein, c'est ça exactement ce que tu viens de dire en plus sur la solitude. C'est clairement, il se mettait en distance même de son travail parce qu'il voyait bien tous les endroits où il était incompétent. Mm. Et ce truc-là, on ne le voit pas. Alors, on rentre pas dans le débat, ah oui, mais il a qu'à pas faire ça et tout ça. Mais enfin, je veux dire, si tu sais, on sait l'accepter d'un collaborateur, on sait l'accepter d'un manager, on sait l'accepter d'un dirigeant. C'est pas possible qu'on accepte ça d'une personne et qu'on l'accepte pas d'une autre personne. Il n'y a pas de justice là-dedans, en fait, quoi. Tu vois? Bon, bref, voilà. Sinon, j'allais repartir, donc je me suis arrêtée, t'as vu? Et donc là, ton sujet, là, ce qui te drive en ce moment, c'est le bon sens relationnel. Ah Donc ouais. effectivement, et ce que j'entends, c'est que c'est important pour toi d'être un endroit d'humanité à humanité et que c'est OK pour tout le monde à un moment d'être débordé, à un moment d'avoir besoin d'un coup de main et que du coup, ce que tu as envie d'inviter, c'est de l'attention à qui on a en face de nous en tant qu'être humain. Hmm. Ouais. Je vois que quelqu'un va pas bien, est-ce que je me sens capable, et ça veut déjà dire prendre soin de son humanité à soi, Hmm. aujourd'hui, est-ce que je me sens disponible parce que je vois que mon collègue va pas bien, est-ce que j'ouvre une petite bulle pour lui Ouais. poser la question sincèrement ou pas?
et pouvoir avoir plus de fluidité dans le fond relationnel grâce à ça, c'est ça? Ouais, en fait, il y a les deux gros sujets qui sont mes deux gros sujets de vie, hein, de toute façon. C'est comme ça. Je travaille, tu sais, je me fais mes outils pour moi, comme ça, au moins. Il y a le fit professionnel, parce qu'encore une fois, tu peux passer longtemps à côté de ta voie professionnelle. Et c'est pas grave, parce que dans l'absolu, ce qu'on est en train de voir, c'est que finalement, le monde professionnel, il évolue tellement vite que tu peux changer de vie. Alors, moi, personnellement, je trouve ça génial. D'autres profils, ça les angoisse parce qu'ils se disent, mince, qu'est-ce que je vais faire? Mais en même temps, moi, je trouve ça très stimulant. Et j'encourage, enfin, je vais de plus en plus le dire, hein, là, on a lancé justement avec le fameux Marc, une sorte de collectif là pour aider les personnes qui sont en recherche d'emploi sur deux sujets spécifiques. Bah, justement, la prise de conscience de sa valeur personnelle, professionnelle, la mise en valeur de ses compétences et analyser le fit professionnel parce que en fait ton offre d'emploi, ta boîte, tu arrives à voir à peu près quand même si ça va te correspondre ou pas, parce que ça n'est pas qu'un poste. Alors tous les sujets de marque employeur, tout ça, ça rentre dedans en fait. Hein. C'est que c'est comme dans la relation, le fit professionnel. Hein. Tu peux pas, en fait, oui, tu pourrais aller avec plein de gens. Mais en fait, il y a forcément des endroits où il y a forcément des personnes avec qui tu vas mieux t'entendre. Il y a celles qui vont te faire avancer, il y a celles qui vont t'apporter des choses. Bah, la boîte, c'est pareil. Moi, je suis d'avis que de toute façon, tu as envie de rester 2 ans et tu as envie de t'en aller après, c'est pas du tout un souci. Bon, évidemment, parce que je l'ai fait, donc je vais pas le condamner, ça serait malvenu, tu vois. Mais c'est ça, ce truc-là, c'est de se dire qu'il n'y a pas de relation de supériorité où il n'y a pas un rapport de force. Alors, clairement, les entreprises, quand elles proposent un job, elles sont quand même en rapport de force. Oui, mais en fait, pas tant que ça. Parce que elles sont dépendantes de la personne qu'elles vont recruter. Bah, si elles recrutent pas bien ou qu'elles recrutent sur des critères qui sont absolument pas liés enfin, au poste, eh ben, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas louper. La personne, elle va s'en aller ou j'espère pour elle qu'elle aura pas fait un burn-out avant parce que ça, c'est vraiment la crainte, quoi, tu vois. Et en fait, c'est ce truc-là, c'est le fit, de toute façon, c'est regardons bien parce que pour que un poste, un métier, une entreprise correspondent à une personne, il faut que chacun ait compris, tu vois, cette prise de conscience de qui je suis, qu'est-ce que j'attends de l'autre, qu'est-ce que Ouais. je peux proposer, que c'est la même chose que dans une relation humaine, tu vois. Pour moi, c'est les mêmes sujets. C'est quoi le vrai besoin de l'entreprise et du Ça, coup, c'est quoi la bonne personne c'est qui ça. va en face et comment elle se... Ouais. Voilà. Et donc, il y a des startups qui vont être, de toute façon, on voit bien même nos fonctionnements, hein, il n'y a pas le temps il y a pas le temps de prendre le temps, etc. On le sait quand on va là-dedans. Donc, si tu es quelqu'un qui prend ton temps, qui aime bien les relations familiales, et je dis pas qu'ils maltraitent les gens, c'est pas la question. Hein. Enfin, ils ont Pas le même généralement rythme, pas c'est pas le même rythme et donc ça peut du fabriquer tout. le travail Il y a l'exemple du résultat parce que tout est conditionné par le résultat dans la startup. La startup qui se définit comme ça avec des exigences de croissance qui sont phénoménaux, etc. Tu sais très bien que la personne qui doit rentrer dans ce cadre-là, c'est une personne, bah, ça rentrerait normalement dans mon profil, tu vois, qui va faire que bosser. Donc il faut soit être jeune, soit être complètement obsédé par son travail, mais tu sais déjà que cette personne-là, elle va être en vigilance, elle devra être en vigilance sur sa vie personnelle et sur son relationnel, sur ses piliers, tu vois. C'est sûr. Mais là, pardon, excuse-moi. et son niveau d'énergie, oui, oui. Enfin, Exactement. Tu vois, mais la startup, pareil, je prends de l'autre côté, elle doit être consciente de, OK, de toute façon, mon fonctionnement est comme ça, mais si je et ils le font pas exprès, hein, si je saccage mes salariés, si je saccage mes collaborateurs, je suis foutu. Parce que le problème de la startup, en général, c'est ça, hein, de toute façon. Hein, il y a les fonds, il y a les associés, il y a aussi clairement les ententes entre les associés. Pas toujours ça, hein. Mais il y a le côté, de toute façon, la force vive de la startup, même quand il y a de l'outil dessous, de l'IT, etc., ça reste les personnes qui vont réussir à mobiliser, tu vois. Donc, mais ils ont cette vigilance-là. Donc, au lieu de croire qu'il y a un modèle qui fonctionne mieux, etc., c'est de se dire c'est les forces faiblesses, quoi, de ce modèle d'entreprise, de ce modèle d'organisation, ceux sur lesquels je dois travailler et être vigilante, parce qu'on sait que l'humain, il va passer après le résultat. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas sympas, mais on sait que les objectifs de croissance sont tels que de toute façon, voilà, ça restera ça l'exigence. Je dis pas que dans les autres boîtes, c'est pas comme ça. Mais prendre conscience de tous ces fonctionnements-là, ça permet déjà de mieux manager. Et alors, ça, je vais rigoler un peu parce que c'est ce que je dis dans mes posts, mais arrêtons. Et pourtant, j'en ai fait, hein, je veux dire, des formations de management, machin, si on ne sait pas en premier, voir que la personne qui vient tout le temps travailler avec nous, elle va pas bien. Et on ne sait pas faire le basique de comment ça va, on en discute, au lieu de faire
Bon, alors, on va discuter, parce que j'ai eu ça hier dans un post, ça m'a un petit peu énervé, mais le côté leadership, machin, mais je reformulerai la question en disant, qu'est-ce qui est challenging pour toi en ce moment? Je lui dis, mais quand quelqu'un va pas bien et que tu sens qu'il est pas bien, qu'il vient d'arriver, tu dis, alors, comment ça va? Ça n'a pas l'air bien, t'as pas l'air d'aller bien, mais qu'est-ce qui est challenging aujourd'hui dans ton job pour qu'on discute et que j'ai un feedback constructif, machin, mais tout ce discours-là, non, mais tu vois, je pense que tu as compris, quoi. Alors, ça part d'un bon sentiment, mais à un moment, t'as pas besoin d'utiliser des mots comme ça et t'as pas besoin d'utiliser une formulation comme ça pour dire, écoute, j'ai l'impression que tu vas pas bien. Et si tu vas pas bien, bah, je sais que ça va être, ça va être problématique pour toi. Et moi, j'ai envie de t'aider. Ou alors, j'ai pas envie de t'aider, mais à ce moment-là, je me tais et je fais mon truc dans mon coin, tu vois. Mais pas les trucs du style, qu'est-ce qui est challenging pour toi? Ouais. Ou alors, je peux être OK avec, au clair aussi avec ma priorité. Là, c'est les enjeux professionnels, les objectifs qu'on a Mm, à court ou moyen mm, terme. Et donc, je vois que tu vas pas bien. Par contre, mon objectif, c'est celui-là. Est-ce que tu te sens de l'accomplir ouais. ou Bah, pas? de l'honnêteté. Et du coup, ça permet, Ouais. pour le coup du vrai management, c'est est-ce qu'il faut Mm. l'objectif à quelqu'un d'autre? Le temps de, voilà, que tu te remettes sur Se pied. reposer, bien sûr, mais clairement. Mais en fait, je pense que on est devenu, on a fait. Alors, la situation est complexe parce que humainement, c'est devenu difficile, clairement. Mais bon, ça a toujours été compliqué l'entreprise. Hein, c'est pas une nouveauté, quoi, tu vois. Par contre, utiliser des mots pour décrire une chose qui est simplement, bah, tu essaies de composer avec la personne. Et c'est vrai que les managers, les pauvres, ils savent plus quoi faire parce que il y a des endroits, ils font paratonnerre, eux, ils prennent tout l'émotionnel de leurs équipes. Et moi, j'avais discuté avec un manager en formation qui disait, mais moi, des fois, il faut 10 jours. Il prend 10 jours parce que, en fait, il a tellement absorbé ce qui s'est passé dans ses équipes que, il n'arrive pas à le gérer. Et en fait, il y a un truc, je pense que c'est vraiment le fonctionnement du relationnel humain qui est problématique là-dedans. Tu vois, c'est OK, il y a des trucs de communication, il y a des astuces de com, il y a des astuces de plein de choses, mais il y a un endroit de simplicité humaine qui existe plus, j'ai l'impression, tu vois. Et Mm. pourtant, on est comme ça dans nos relations personnelles. Donc, c'est là où on doit juste, tu vois, revenir dans un endroit où ce qu'on fait avec nos enfants ou avec nos amis, machin, on doit pouvoir le faire avec le collaborateur. Mais Mm. on n'ose pas parce que on se dit, bah, il m'a pas aidé, machin, ou bah, ouais, mais bon, il y a un premier pas à faire, je pense aussi à cet endroit-là. Mais bon, de toute façon, tout ça, c'est des sujets complexes, mais ça reste, tu vois, que ça soit le bon sens relationnel ou le fit professionnel, ça reste comment je me positionne là-dedans et qui je suis, ce que je sais faire peut apporter finalement à l'intérêt commun de l'entreprise, du couple, etc. Tu vois, pour moi, c'est le même sujet. Hein. Oui, alors pour moi, tout ça, c'est des sujets, et tu vois, tu reparles du couple Mm, et le rapport avec l'entreprise, et je suis fondamentalement d'accord avec toi, c'est que ces sujets-là, dans le fond, ils viennent parler de l'articulation entre le système, que ce soit une entreprise ou un couple. On est aussi mm, dans un système complexe et une organisation sociale, ouais, et l'individuel. Et on voit que parfois il y a des paradoxes, et pour moi, les difficultés qui sont des difficultés de management ou des difficultés relationnelles au sein du couple, c'est quand on n'est pas au clair sur est-ce qu'on est en train de parler du système ou est-ce qu'on est en train de parler de l'individuel. Et, mm, et quand on essaye de faire avaler un paradoxe qui est le paradoxe du système à quelqu'un en individuel et de lui demander de le résoudre à l'intérieur, ça le pas possible. ça marche Ouais, pas. c'est clair. Voilà. Et c'est cette clarification de le paradoxe, il est celui du système parce que les systèmes fonctionnent sur des paradoxes. Il est celui du système et pas celui de la personne. Et quand on demande à une personne d'intégrer un paradoxe alors que ça lui correspond pas, ça Ouais. marche pas. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, c'est clair. Non, mais et c'est pour ça que c'est Voilà. important d'être lucide sur ce qu'on est capable d'accepter aussi ou pas. Ouais. Tu vois, moi, c'est le constat que je fais, c'est que finalement, la collaboration, moi, j'aime être avec les gens et surtout, j'aime les aider. Enfin, je crois l'avoir dit. Mais pourtant, je suis pas la meilleure collaboratrice du Ceux qui monde. ont loupé le début du truc, c'est Ils n'ont pas écouté, je comprends pas, j'ai pas arrêté de le dire. Mais par contre, j'ai beau avoir cette vraie volonté, tu vois, et cette capacité, je pense, hein, d'aider les gens, parce que c'est ce que je fais, je suis pas la meilleure pour collaborer. Tu vois, c'est un truc de fou. Je suis pas la meilleure pour collaborer parce que ça me met dans ma zone de difficulté où j'ai mon besoin d'aller vite, etc. Donc là, même moi, je lutte avec moi-même.
Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux savoir, en fait, les personnes, il vaut mieux qu'elles s'autorisent à se dire, écoute, moi, pour l'instant, collaborer, c'est pas possible. Mais par contre, en solopreneur ou autre, alors il faut oser le faire. Et en plus, c'est pas facile, hein. Ben, quand tu fais ça, du coup, tu as des relations déjà apaisées de ton côté. Donc, tu peux mieux collaborer. Tu vas collaborer quand même parce que des clients, des freelances, enfin, des prestats ou autres, ça reste de la collaboration, ça reste du travailler ensemble. Mais par contre, tu as lâché le truc de toute cette exigence de professionnel qui s'impose à toi en disant tu dois collaborer parce que de toute façon, tu es dans un cadre de travail qui t'oblige, quoi qu'il arrive, à collaborer, même si tu veux pas. Même si tu veux pas, même si tu n'es pas prêt, même si tu te sens pas bien, etc. Et voilà, tu vois, c'est un peu ça. Et d'autres, par contre, qui sont très bons là-dedans, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que quand tu es solopreneur, tu reviens dans la collaboration par le fait que ça fait sens de collaborer, pas par la contrainte de il faut collaborer parce qu'on est une Voilà. équipe. Et moi, ce qui me marque, en fait, c'est que dans le fond, là où tu es pertinente pour accompagner les questions de collaboration, c'est parce que pour toi, c'était tellement difficile que tu as été obligé d'aller chercher des outils et d'y mettre de la clarté, et que c'est Ouais. là où tu deviens pertinente justement pour accompagner ça. Ouais, parce que je peux comprendre que ça soit pas évident. Il y a des personnes qui sont pas au départ très douées en collaboration, qui sont très efficaces, de toute façon on le voit, hein, mais qui savent pas collaborer. Il y a d'autres personnes qui savent collaborer, mais qui des fois délèguent sans vraiment faire monter en compétences. Il y a des gens qui collaborent, mais qui du coup sacrifient dans la collaboration. Donc voilà, en fait, il faut regarder à chaque fois. Pour moi, c'est vraiment tout. Ce qui importe, c'est euh, à quel moment tu le fais consciemment et volontairement, et en tout cas en ayant bien analysé, ça fait trop mathématique, machin, mais ou trop intéressé, ton analyse coût-avantage, parce que tant que tu le fais parce que tu es OK avec ce que tu disais, que tu as une réflexion qui dit je suis d'accord pour, jusqu'à ce que, sauf qu'en général, tu t'es pas posé cette question-là, hein. Jusqu'à ce qu'il arrive dans la maladie, Ouais. il arrive dans un endroit où tu es en conflit avec l'autre, Ouais. tu vois, parce que c'est toujours l'endroit où ça t'arrête en disant non, là, tu vois, tu t'es pas bien respecté dans ton positionnement, et il ne faut pas être quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, il faut pas chercher à être quelqu'un d'autre. Et c'est vachement difficile quand même de bien se positionner. Enfin, moi, je dis ça, mais je suis très vigilante avec moi-même, mais je sais pas toujours le faire. Et en plus, si je suis fatiguée, etc., c'est même pas la peine. Là, dans ces cas-là, il vaut mieux le dire aux gens, tu vois. Et alors, pour le coup, et ça c'est vrai aussi dans les couples, on apprend à se positionner et à mieux se définir aussi parce qu'on voit que l'autre vient frotter et Hmm. qu'on veut que ça s'arrête, ce frottement, il faut pouvoir clarifier les choses. Et dans le fond, s'il n'y avait pas de frottement, on n'aurait jamais besoin de se définir. Mais voilà. J'aime bien le mot frottement, il est rigolo parce que ça peut être du frottement, c'est euphémisé des fois, le frottement, mais Ah, c'est mais vrai que ça peut être du frottement, ça peut être agréable, mais quand ouais. c'est trop, ça vient irriter. Donc, Ah ben, ouais. Et en même temps, on part. Alors là, pour le coup, c'est aussi la base de notre analyse de la personnalité, mais il faut vraiment, vraiment se dire, même si ça paraît complètement bateau, que si on avait toutes les compétences, ce que personnellement j'aimerais beaucoup, tu vois, ça me rendrait service. En fait, non, ce serait une très mauvaise chose parce qu'on n'irait jamais, jamais voir les gens. On n'irait jamais voir l'autre. On n'en aurait pas besoin. Donc, et il faut même se dire que, alors, je suis pas la spécialiste de Freud, mais lui, il mettait tout sur la libido, il mettait tout sur l'élan un peu sexuel, mais qui n'était pas que ça, hein, parce que ça ne se résume pas à ça, mais c'est parce que aussi c'est ce qui nous l'envie, fait, hein, au ouais, sens. exactement, ce qui nous fait aller vers l'autre. Bah, ça reste un endroit où, évidemment, il complète un manque qu'on a. Mais alors, au lieu de le voir négativement, on se dit, mais tant mieux, parce que le jour où on comprend qu'en fait, on en a besoin, alors, j'aime pas ce mot-là quand même, mais il vient nous apporter quelque chose qui peut être temporaire, c'est pas grave ça. Mais on lui laisse sa place. Et en fait, au lieu de se chercher constamment et de se dire je sers à rien, je suis inutile, etc., on sait très bien, même en entreprise, même les gens qui doutent, il faut qu'ils se disent que de toute façon, ils sont pas là pour rien. Il y a une raison. Même si à un moment, ça devient compliqué, que ça devient difficile, ils ont eu leur place, pas par l'opération du Saint-Esprit, pas parce qu'ils ont gratté un ticket, qu'ils l'ont gagné, etc. Non, mais je fais exprès de le dire comme ça. Pour se rappeler qu'il y a une vraie raison. Par contre, ils ne sont pas condamnés à vivre leur situation si elle ne leur convient pas. Mais je dis ça parce que je l'ai connu et je continue des fois à douter de moi, clairement. Et je me dis, mais c'est pas parce qu'il y a un endroit où ça ne se passe pas bien
que c'est parce que la personne, elle ne convient pas. Et encore une fois, s'il y a un jour une seule personne, alors je vais essayer encore 2 fois de le dire doucement parce que ça va me mettre en colère, ce truc-là. S'il y a une personne qui dit à quelqu'un d'autre, tu sers à rien, on l'entend ça. Ce discours-là, que ce soit dans le perso, dans le pro, mais fuyez, quoi. Là, il n'y a rien à faire. Faut pas laisser une personne, à l'école, un prof qui dit ça, mais moi, je souhaite qu'il n'y ait aucun prof qui dise ça au fils de mon mari, parce que je lui ai dit, hein, de toute façon, il n'y a personne qui dit ça. Personne qui a le droit de dire ça à quelqu'un d'autre. C'est pas acceptable. Et pourtant, on l'entend, ce truc-là. On l'entend. Tu sers. Alors, qu'on le dise sur la colère, mais même pas. Quand on a un truc comme ça qui nous vient à l'esprit, mais on ferme sa bouche, en fait, tu vois. Bon, bref, voilà, c'est ma pensée, tu vois. Ouais, alors ce que tu disais aussi, c'est que les gens qui se sentent pas bien à leur poste ou dans un groupe, c'est aussi oser l'exprimer. Euh, Mm, c'est, c'est oser dire, en fait, à la place où je suis, ça se passe pas bien. Et dans le fond, c'est qu'il y a une question dans le système qui n'est pas encore clarifiée. mm, Et du coup, c'est la place qu'ils ont pris. C'est pas clair, c'est pas bien défini, je m'y sens pas bien. Mais dans le fond, c'est une question qui est adressée au système ben, là, il y a un trou dans votre organisation qui est pas clair. mm, mm. De pouvoir le poser, c'est au service du système. Bien Après, sûr. peut-être que vous n'allez pas vous pouvoir le résoudre pour vous parce que ça vient vous chercher trop loin. Et c'est Ouais, OK de sortir ou d'aller faire autre chose. ouais. Mais dans le fond, c'est aussi au service du système de dire, en fait, pour moi, ça va pas là. Mais il faut qu'il le sache, en fait, hein. Il faut que l'entreprise, le système sache qu'il y a un dysfonctionnement et quelqu'un de rationnel voit que s'il y a un dysfonctionnement, enfin, quand il y a un... Alors, je la refais. Ça, c'est des gros sujets. Quand on voit un dysfonctionnement comme ça qui se reproduit et qui devient statistiquement assez récurrent, il y a forcément une question à poser. Déjà, moi, je pars du principe que toute information est bonne à prendre. Donc, même si je suis pas toujours d'accord avec ce qu'on me dit, j'entends. Parce Mm. que rien n'est ni vrai ni faux, mais en tout cas, il y a quand même une information qui sort. Et si ça sort, c'est qu'il y a une projection dans ce que j'ai fait, dit, etc., qui a pu laisser penser ça. Donc, ça m'appartient pas spécialement, mais il y a quand même un endroit où je me dis, OK, est-ce que j'ai créé ça? Parce que cette responsabilité personnelle, ça reste quand même des responsabilités personnelles, tu vois. Mais si on a au moins cette exigence avec soi, encore une fois, on laisse aussi la place à l'autre et on devient beaucoup plus indulgent parce qu'on arrête de condamner l'autre pour des trucs qui des fois, sont pas forcément maîtrisés. Et il y a des trucs qui sont pas acceptables. Alors, je rentre pas dans ces sujets-là, mais si on commence à voir que déjà soi-même, on n'arrive pas à le gérer, Mm. on va laisser tranquille les autres aussi à côté et on va apprendre à travailler les uns avec les autres, tu vois. Enfin, c'est idiot parce que ça paraît tellement, ça paraît presque. Il y en a peut-être qui vont dire que c'est bête, mais ça paraît bête de le dire comme ça, mais en plus, en réalité, c'est la simple. Pour moi, c'est ça le bon sens relationnel en fait. C'est vraiment, ça ne reste que du bon sens. Tu ne demandes pas quelque chose à quelqu'un que tu n'es pas capable de te demander à toi-même. C'est pas possible en fait. Il peut pas résoudre tes problèmes à ta place. Il peut t'aider, il peut faire plein de choses, et en entreprise comme ailleurs. Et en plus, on a le droit d'ouvrir, enfin, on a le droit de prendre la parole et de dire que quelque chose ne fonctionne pas parce que le manager, il a peut-être pas vu, mais il est peut-être volontaire. Je prends le cas du management, mais c'est le cas pour tout le monde. Il faut autoriser cette parole. Il faut savoir la poser. Attention, hein. Faut pas, encore une fois. Et je pense qu'il y a des gens, même pour certains profils qu'on observe, ils n'aiment pas la contradiction, mais le jour où ils voient statistiquement, ou en tout cas formellement, qu'il y a quelque chose qui se passe, ils vont le corriger. Il y a du déni, mais il y a quand même une volonté, je pense, vraiment d'aller ensemble et de faire des choses ensemble. Mm. Sauf dans certains cas, mais cela, encore une fois, hein, peut pas s'en occuper, quoi. Mais voilà. OK. Bon, donc, le fit professionnel et le bon sens. Relationnel, bah, ça va ensemble. C'est la connaissance de soi pour se dire que de toute façon, c'est comme encore une fois en relation personnelle, il y a une entreprise il n'y a pas une seule entreprise qui peut nous correspondre, mais il y a un vrai jeu de correspondance et le truc du puzzle là, hein. Tu vois, entre l'entreprise et le collaborateur. Et donc l'entreprise a ce travail de réflexivité à faire et de lucidité, de remise en question, tout ce que tu veux. Le collaborateur aussi. Et Mm. il y a une vraie égalité qui peut se créer là pour le coup, parce qu'elles doivent avoir la même, enfin les deux côtés doivent avoir le même type de réaction, enfin d'analyse, c'est qu'est-ce que j'attends. Je sais pas si c'est le mot attendre, mais moi les attentes, j'aime pas trop ça, mais ce dont j'ai besoin dans un contexte précis qui peut évoluer,
Je le dis dans l'honnêteté la plus totale pour qu'il n'y ait pas de déception, etc. Et de l'autre côté, pareil, en fait, quoi. Bon, et le bon sens relationnel vient de là aussi, parce que comme on est des humains qui travaillons avec des humains, ça reste la base quand même du bon fonctionnement de l'entreprise, quoi. Ok. Merci Delphine pour ce partage et toutes ces précisions et je pense qu'on peut continuer encore des heures toutes les deux. Voilà. Merci à toi. Alors j'espère que c'est encore une fois la balle, elle n'a pas trop rebondi sur tu vois. Je suppose que j'ai participé au fait qu'elle rebondisse aussi. Mais c'est passionnant. Je te remercie. Ouais, de c'est passionnant. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Où est-ce qu'on te retrouve? Et on a compris que tu avais donc des projets qui avaient du changement dans l'air. Où est-ce qu'on peut suivre les actualités à Alors venir? pour l'instant, le plus simple, c'est LinkedIn, où j'essaye d'être très très active. Parce qu'il y a plein de choses et en plus c'est un espace de parole pour tout le monde, donc je trouve ça hyper intéressant. Donc pour l'instant ça sera LinkedIn. Il y a évidemment React Stratégie pour le côté que Pascal gère, parce qu'on fait quand même de beaux bilans de compétences et de l'accompagnement dans les formations. Et très prochainement la suite, je ne sais pas encore ce que ça va être, mais j'y travaille et en tout cas après la phase de deuil de cette relation professionnelle entre guillemets, j'ai le côté allez, il va falloir y aller, et je vais faire attention de ne pas y aller tous azimuts, tu vois. Bon, et ben à la suite au prochain épisode. Alors on Ouais. te retrouve et on te suit sur LinkedIn. Merci Merci. beaucoup. Au À revoir. bientôt. Vous venez d'écouter la phase B du succès. Laissez-moi vos commentaires sur la page et retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur mon site internet morgane-catoire.fr.